Merci d'être tous arrivés à l'heure. Et puis vous comprenez mieux maintenant pourquoi on a besoin d'avocats spécialisés en IT. C'est parce que ça plante tout le temps. Et donc notre bonheur à nous, c'est le malheur des autres. Et effectivement, je suis avocat spécialisé, alors on va gagner beaucoup de temps sur un tas de sujets. Je ne vais pas vous présenter le cabinet Racine, aucun intérêt. J'espère que mes associés ne verront jamais la vidéo. En tous les cas, c'est un cabinet qui est vachement bien, super, etc. Il y a même une antenne à Bordeaux et tout va bien. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Moi, je m'occupe surtout d'une équipe à l'intérieur du cabinet qui est l'équipe IT Data Protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait de la propriété intellectuelle. Ça veut dire qu'on fait de l'IT. IT, pour nous, c'est informatique, télécom, Internet. Voilà. Alors, avec tout ce qui va autour, hein, projet de dématérialisation, sécurité des systèmes d'information et autres. Et on fait des data depuis le début de l'année. On en fait, on en mange, on en remange. On en mange au petit déjeuner, à midi, le soir. On en mange maintenant au goûter parce que ça ne rentre plus. Donc, en fait, on a plutôt une activité data que IT, data. On a travaillé sur, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, un pack, ou en tous les cas un guide. Alors, on a appelé ça pack de conformité. Faites attention pour ceux qui connaissent bien la notion de pack de conformité. Pack de conformité, c'est souvent ce que la CNIL va publier sur son site en disant « Voilà dans tel secteur comment il faut travailler ». Et elle appelle ça un pack de conformité. Nous, on n'a pas été très malin ou on n'a pas fait exprès, mais quand on a rédigé avec le CSIR un document qui pouvait servir aux universités et aux grandes écoles pour la déclinaison du RGPD, on a appelé ça pack de conformité. Ce n'est pas un pack de conformité estampillé CNIL, mais par contre, c'est un document dans lequel vous retrouverez tout ce qui pourrait éventuellement vous servir, et essentiellement servir à votre DPO, pour la mise en conformité d'une université ou d'une grande école. Je travaille accessoirement pour le ministère de l'Éducation nationale, je travaille aussi pour le CNUS, un certain nombre de CRUS, enfin bref, je baigne un tout petit peu dans ce monde-là. Alors, ce n'est pas parce que je baigne dans ce monde-là que je vais pouvoir répondre. Alors, je vais pouvoir répondre, parce que tous les avocats sont prétentieux, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, si vous en avez à la fin, mais je ne suis pas là pour répondre à toutes vos questions. Je veux dire par là, l'intervention que je vais faire devant vous, ce n'est pas une intervention où je vais pouvoir répondre aux besoins de Céline, aux besoins, alors à part Céline, je ne connais pas les prénoms des autres, aux besoins de Pierre, de Paul et de Jacques, ok? Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites avec les données, je ne connais pas vos fonctions. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller dans l'intimité professionnelle de chacun d'entre vous, sachant qu'en plus, beaucoup d'entre vous, enfin la moitié, sont étudiants, et bienvenue à eux. On va voir qu'il va falloir aussi que vous aimiez le droit parce que c'est un bon moyen d'augmenter votre surface professionnelle. Je ne vais pas pouvoir répondre à chacun d'entre vous et à me poser la question de ce que vous tripotez avec les données. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est avoir ce qu'on appelle chez les Américains une big picture, c'est-à-dire d'avoir une culture commune sur le RGPD. Parce qu'on entend n'importe quoi sur le RGPD, à commencer par la RGPD. Et là, il faut être clair, hein. C'est pas la RGPD, c'est le RGPD. Le règlement général sur la protection des données. Alors là, il y a des gens malins qui me disent « Ouais, mais c'est la réglementation. » Non, non, ce n'est pas la réglementation. Parce que la réglementation, alors c'est la LIL 3. On y viendra tout à l'heure. Il y a une loi en France, malgré le règlement, qui fixe effectivement les règles du jeu en matière de données à caractère personnel. Donc on va parler du règlement et on va parler de le RGPD. Dans ce le RGPD, et j'insiste parce que c'est comme ça que je vois ceux qui ont suivi après, hein, qui me redisent la RGPD. On a différents points. Le premier, c'est de comprendre ce que c'est que ce RGPD. Où il commence, où il s'arrête, quelle est sa surface d'adhérence juridique, et comment, soi-disant, s'applique-t-il automatiquement en droit français. Qui est-ce qui fait un peu de droit ou qui est carrément juriste? D'accord. Bon, tant pis. Tant pis, vous apprendrez ce que c'est qu'un règlement quand même et son effet direct, hein, mais avec un effet direct relatif sur le RGPD. Approche générale, c'est quoi le RGPD? Parce qu'effectivement, tout le monde en a entendu parler. Ah ouais, deuxième question, qu'est-ce qu'il a lu? Le même. Et ouais, ça, ah ouais, non, ce que j'allais dire, il me semblait bien qu'il n'était pas de DPO. Et je me suis dit, tiens, si le DPO lève pas la main, qu'il ne l'a pas lu, là, il y a un scandale d'État. Alors, on va avoir une approche générale. C'est quoi le RGPD?
Deuxièmement, on va jargonner RGPD. Parce que le RGPD, c'est une langue étrangère. Voilà, c'est une langue étrangère avec son vocabulaire à lui ou à elle. Et si vous ne parlez pas le RGPD, ben, vous n'arriverez pas à comprendre de quoi ça parle. Et après, on ira dans quoi ça parle. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'abord de principes de base. Le droit des données à caractère personnel, c'est un ensemble de principes de base qu'on doit respecter. C'est aussi une obligation d'avoir une bonne raison de traiter des données. Voilà. Si vous traitez des données sans raison, bah, c'est pas bien. Quand je dis c'est pas bien, ça peut même être pénal. C'est un renforcement fondamental du droit à l'information. Jusqu'à présent, même si vous êtes d'une autre planète, même si vous êtes nul en droit, même si ça ne vous intéresse pas du tout, vous avez de temps en temps des petits formulaires, des petits coupons d'adhésion à ceci ou à cela. Vous avez vu en dessous, en bas, il y a marqué en tout petit, vous avez un droit d'accès, de rectification, blablabla, en application de la loi de 1978. Ça, c'était avant. Avec le RGPD, on passe dans la 4e dimension en matière d'information du droit des personnes. Vous avez quelque chose autour du registre des opérations de traitement. Vous avez quelque chose autour de ce qu'on appelle la sous-traitance. On verra tout ça dans le détail tout à l'heure. Un droit des personnes concernées, c'est-à-dire quels sont les droits que les gens ont sur leurs données à caractère personnel. Un super sujet qui devrait permettre à tous les étudiants en sécurité des systèmes d'information d'imaginer leur avenir. C'est ce qu'on appelle le privacy by design ou le security by design ou la protection by design. On va voir la sécurité des données qui est effectivement un élément important du RGPD, la violation de sécurité qui en est plus, et puis après le RGPD++. Alors le RGPD++, c'est on peut ne jamais s'arrêter. Je veux dire, si on a envie de se faire peur avec le RGPD, là on va prendre les essentiels, mais c'est un texte qui ne s'arrête pas. Enfin, je veux dire, c'est 99 articles, 193 considérants. Si vous avez envie de vous faire peur ou de vous faire mal, bienvenue dans mon monde à moi. Et puis après, on parlera de votre DPO ou de votre DPD, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. En vrai, ça s'appelle un DPD, puisque c'est un délégué à la protection des données. Mais comme vous avez compris, on ne parle pas pareil entre les chiffres et les lettres. Et ce qui est un DPD dans le règlement devient un DPO dans notre environnement juridique. Comprenne qui pourra, DPO, c'est la version anglaise en fait du DPD. Et pour des raisons multiples et variées, la CNIL a décidé de retenir ce jargon-là, DPO, pour les délégués à la protection des données. Vous voyez qu'il va falloir un peu faire de gymnastique. Alors, approche générale. Première approche générale, c'est quoi? C'est ce RGPD. Pourquoi maintenant? On a l'impression que c'est arrivé un peu comme un tsunami. Voilà. Boum! Avant, on n'avait pas le RGPD, et là, maintenant, on a le RGPD. Ouh là là! Ouh là là! Vieille histoire, les données à caractère personnel. Vieille histoire! Loi française, 1978. La deuxième loi au monde en matière de données à caractère personnel. Alors, il y a plein d'histoires et d'anecdotes sur pourquoi le RGPD, pourquoi la loi 78. Je ne vous rentrerai pas dans le détail, on n'a pas le temps, c'est assez marrant et assez croustillant. Mais bref, on a effectivement une réglementation depuis 1978. Et en Europe, on a déjà pensé au sujet. En 1995, en Europe, on adopte une directive européenne sur la protection des données à caractère personnel. 1995, c'est pas hier, hein. C'est avant-hier, à l'échelle du numérique, bien entendu. Et on va essayer, petit à petit, d'harmoniser en Europe, dans l'Union européenne, la gestion des données à caractère personnel. Pourquoi? Parce que le principe général, vous le connaissez tous. Quand vous avez une directive, qu'est-ce qui se passe? Ça donne une direction, merci. Vous pouvez participer. Hein? Donc quand on a une directive, ça donne une direction. Et quand on a un règlement, ça règle le problème. Alors la grosse différence effectivement entre une directive et un règlement, c'est que la directive va imposer des lois de transposition. Et donc vous avez nécessairement des désaccords, des trous, des positions juridiques différentes entre les États. Et on arrive au point où on peut faire du forum shopping. C'est-à-dire que si on a envie d'appliquer moins bien les données personnelles, on va aller plutôt dans tel pays, comme on est filmé, je ne donnerai pas les noms. Voilà, ça c'était avant le RGPD. Et puis, il y a des pays où on essayait de ne pas aller. Voilà, des pays un peu rudes en matière de données à caractère personnel. Dans les pays un peu rudes en matière de données à caractère personnel, il y a la France. Nous, on est toujours numéro 1, 2 ou 3. Hein. De toute façon, dans la rudesse juridique, on est des spécialistes. Il y a les Allemands, pas mal. Les Allemands, pas mal, parce qu'en plus, ils ont une CNIL fédérale et une CNIL par Länder. Et ils ne parlent pas même allemand. Et puis, vous avez les Espagnols.
Number one. En matière de condamnation en Espagne, c'était assez hallucinant. Une des raisons qui s'explique, c'est que apparemment les condamnations de la CNIL espagnole vont dans la poche de la CNIL espagnole. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, l'argent, quand la CNIL condamne à une amende administrative, il va dans la poche de l'État. Vous voyez la différence? Donc, quand ça rentre dans votre poche, vous avez une petite envie de taper plus fort. Voilà. Bref, forum shopping. Et là, ça ne va pas. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure que la data devient quelque chose d'extrêmement important. La valeur de la donnée a un caractère personnel. En 1978, on s'en fiche. Ce n'est pas la valeur de la data qui est en cause. C'est le fait que des femmes reçoivent des lettres où il y a marqué « Madame Machin, veuve depuis 6 mois ». Bon, moyen. Ou « Monsieur Machin, homosexuel ». Voilà, pourquoi? Parce que les traitements en 78, ils étaient un peu buggants. Voilà, et on peut comprendre. En 2000, enfin, dans les années 2000, je veux dire, on voit bien ce que veut dire data aujourd'hui. On voit bien le travail qu'on fait autour de la data, on voit bien l'enrichissement de cette donnée, etc. Donc on se dit, cette donnée ayant une valeur, la vie privée des gens ayant aussi une valeur, il va falloir combiner tout ça. Et on va commencer à réfléchir à toute une logique, vous voyez, depuis 1995, 2012, 2014, 2015, etc. Et on va arriver à ce fameux texte RGPD. Alors le texte du RGPD, ce qui est intéressant, c'est qu'il est entré en vigueur en 2016. 2016. Ça, c'est pour ceux qui pensent que le texte est rentré en vigueur le 25 mai 2018. Je ne vous en veux pas. Il est rentré en application, effectivement, le 25 mai 2018. Mais c'est un texte qui date depuis 2016. Et là, il y a un souci. Parce que la plupart des entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité avec le RGPD. Alors quand elles vont plaider aujourd'hui en disant « on est en train de se mettre en conformité », la CNIL va leur dire « ok, c'est bien, mais c'est moyen par rapport à ceux qui ont pris le train en marche depuis 2016 et qui effectivement s'y étaient intéressés. » Premier sujet. Deuxième sujet, la loi. Pourquoi est-ce qu'on a une loi en France sur les données à caractère personnel? On a un règlement. Qui dit règlement, pour le coup, dit règle. Qui dit règle, dit pas de loi de transposition. Quand vous avez un règlement, vous n'avez même pas le droit d'avoir un texte de loi qui transpose un règlement. Pourquoi? Parce que vous prenez le risque de ne pas le transposer de la même manière. Donc, pas de loi de transposition. Et pourtant, en France, on a une nouvelle loi informatique et liberté, dite Lille 3, loi informatique et liberté numéro 3. 20 juin 2018. Pourquoi? Parce que dans le règlement, qui est supposé régler, il y a 57 fois le renvoi à la loi nationale. Comprenne qui pourra. C'est tout sauf un règlement, enfin en tous les cas il y a une partie règlement, et puis il y a forcément une partie directive. Donc c'est un réglementive, ou une directement, mais en tous les cas, ce n'est pas vraiment un règlement. Et dans la loi du 20 juin, vous avez un article mystique, qui dit « La loi est nulle ». Ah ouais, la loi, bon, je traduis un peu, hein. La loi n'est pas compatible avec le RGPD, mais on l'a vu, et on va adopter, dans les 6 mois de l'adoption de la loi, une ordonnance pour rendre la loi compatible avec le RGPD. Voilà, vous ne me croyez pas, c'est pas grave, allez lire la loi et vous trouverez un article qui est écrit comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le RGPD, qu'on aura on a une loi aujourd'hui, qu'il est urgent de ne pas appliquer sans doute. Je ne devrais pas dire ça parce qu'encore une fois je suis filmé, mais tant pis. Sachant qu'on va avoir effectivement une ordonnance d'ici normalement la fin de l'année. Voilà. Pour arriver à fixer un certain nombre de règles qui sont les fameuses 57 règles nationales. Si vous voulez vous faire peur, je vous ai dit 99 articles, 192 considérants. Alors c'est assez marrant, un texte dans lequel vous avez 192 considérants. Vous savez, le considérant, c'est le truc qui commence par considérant que. Voilà. Et oui, parce que nous, les avocats et les juristes, on ne sait pas parler autrement. C'est soit considérant que, soit attendu que. Voilà. Dans les textes de loi, c'est considérant que. Dans les décisions de justice, c'est attendu que. Donc considérant que, 192. Vous avez presque 2 fois, enfin plus que 2 fois plus de texte d'explication, parce qu'un considérant, c'est le texte d'explication, que d'article lui-même. C'est vous dire le niveau
d'explications qu'il faut pour comprendre ce texte, puisque pour chaque article, il vous faut au moins 2 articles de déclinaison. OK? Et puis, vous avez la date magique. La deadline, comme on dit. Le 25 mai 2018. D'accord? Et là, c'est la date, non pas d'entrée en vigueur, je vous l'ai dit, c'est 2016, c'est la date d'application du texte. Et à cette date, vous deviez être, donc vous êtes, en conformité totale avec le RGPD. Et quand je dis que vous êtes en conformité totale avec le RGPD, j'insiste sur la date du 25 mai. Parce que là aussi, il y a une légende urbaine. Légende urbaine. Ça s'applique pour les traitements à partir du 26 mai. Ce serait tellement plus simple. En fait, pas du tout. Ça s'applique pour tous les traitements. Les traitements d'avant 25, les traitements qui ont été faits le 25, et les traitements d'après le 25. Et tous les traitements que vous avez, et donc le travail de votre DPO notamment, c'est d'aller identifier, de cartographier ces traitements, c'est que tous les traitements qui existent doivent être repeints à la lumière du RGPD. Y compris le petit truc dans le coin qui sert d'archive, dans lequel personne ne va jamais, mais qui regorge de données à caractère personnel. Y compris vos archives papier. Eh oui, c'est important. Il n'y a pas marqué le règlement sur la protection des données à caractère personnel en environnement informatique. Non. Il y a marqué le règlement sur la protection des données à caractère personnel. Pointe à la ligne. Ça veut dire que tout ce qui comporte des données à caractère personnel est éligible à la protection des données à caractère personnel et du RGPD. Alors vous pouvez me dire, enfin vous pourriez me dire, comme tous les bons Français qui se respectent, j'appliquerai pas la loi. Eh oui, il y a des gens qui disent j'applique pas la loi, et je les comprends. Je les comprends. Pourquoi on n'appliquerait pas la loi? Ou plutôt, pourquoi on applique la loi? On applique la loi parce qu'on a peur. Principe de base. Voilà. Alors on a peur de quoi? On a peur soit de perdre sa liberté, c'est-à-dire la prison, soit de perdre de l'argent, ce qui des fois est encore pire. Donc, quand on a peur, on applique la loi. Et là, il y a un truc assez incroyable. On se dit, mais la loi sur les données à caractère personnel, elle existe depuis 1978. Certes, le RGPD est arrivé, mais le RGPD, si vous le regardez bien, bon, vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas le savoir, mais si vous l'aviez lu, vous verriez que c'est à peu près un tiers de problèmes en plus, ou plutôt des problèmes en plus sur des problèmes qu'on connaissait déjà, mais il n'y a pas de truc absolument incroyable. Il y a 1 ou 2 sujets incroyables comme le privacy by design, on le verra tout à l'heure. Mais normalement, si vous avez appliqué la loi de 78, vous êtes déjà dans les clous, en tous les cas à 2 tiers de la réglementation. Mais pourquoi on n'a pas appliqué la loi depuis 78? Alors pas chez vous, hein, à Bordeaux, nickel, hein, mais dans les autres établissements. Parce que la loi ne faisait pas peur, parce qu'il n'y avait pas de condamnation, ou quand il y en avait, elles étaient symboliques. 150 000 € Google. Ah bon? Mais par jour? Non, 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 pour une condamnation. Ah, wait and see, comme ils ont dit là-bas. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on va appliquer la réglementation? Nous, on est prêt à payer 150 000 € par jour. Faut pas l'appliquer, c'est pas le sujet. Alors, je dis pas qu'ils font ça, hein, je coupais au montage. Mais bon, c'est un vrai sujet, l'application de la loi. Voilà. Là, on s'amuse plus. Voilà, on peut plus s'amuser avec le RGPD. C'est pour ça que tout le monde en parle, c'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que votre directeur général fait une conférence sur le sujet. Parce qu'il sait que lui, il peut en cher. Ah, parce qu'en fait, il y a une seule personne qui est en immunité dans cette salle. Et c'est pas que l'avocat, parce que l'avocat est en immunité absolue, c'est vrai. Mais on est 2 à être immunisés dans cette salle. Il y a moi, parce que moi, voilà. Et il y a votre DPO. Voilà. Lui, il est inimmunisé. C'est-à-dire qu'il peut faire les pires bêtises de la Terre. Ne les faites pas, hein, mais il pourrait. Alors, on pourrait le virer quand même, hein, parce qu'à un moment, faut qu'il fasse son taf. Mais il ne peut pas être responsable, sauf si éventuellement, en connaissance de cause, il couvrait une infraction pénale. Genre en bande organisée avec le directeur général. Ils font un traitement sur les relous de l'université de Bordeaux. Et là, effectivement, c'est pas bien, quoi. Voilà. Mais en dehors de ça, lui et moi, on est tranquille.
Et le reste, plus compliqué. Plus compliqué parce que la sanction aujourd'hui en matière de données à caractère personnel, c'est 10 millions d'euros. Ou 20 millions d'euros au choix. Suivant la criticité de la... Enfin, au choix de la CNIL. Hein. Suivant la criticité de l'infraction ou de la faute constatée. Voilà. Un non-respect du droit des gens, le fameux droit des gens, hein, vous avez le droit d'accès, de rectification, etc., 20 millions d'euros. Ou, si vous avez du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas votre cas, mais vous en auriez 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial des boîtes. Et là, on rigole plus avec Google. Et avec les autres. C'est pour ça que vous recevez régulièrement, si vous êtes connecté, enfin si vous utilisez Google, ce qui est le cas de tout le monde, a priori, vous allez recevoir tous les jours un truc comme quoi ils ont une super politique de données à caractère personnel et qui vous demande d'ailleurs de la valider. I agree. Alors I agree, pour ceux qui ne font pas d'anglais, ça veut dire j'accepte. Et de toute façon, c'est simple, soit vous acceptez la règle de Google, soit vous dégagez. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Et pourquoi ça? Parce que 4% du chiffre d'affaires mondial de Google, là, on commence à rigoler un peu, vous voyez. Là, c'est plus 150 000 euros. Alors, soyez tranquille, parce que je ne voudrais pas miner pour le week-end votre directeur général. Soyez tranquille, personne ne viendra vous punir pour 10 millions, 20 millions, mais même pas 1 million, même pas 100 000, même pas 10 000, ce n'est pas le sujet. Le problème chez vous, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas au niveau des condamnations administratives. Le problème, il n'est pas là-haut non plus, le risque pénal. Ça, c'est le truc épouvantail à moineau que tous les avocats sortent du chapeau en disant « Ah, vous allez tous aller en prison !» Non, vous allez en prison si vous êtes des voyous. A priori, j'ai l'air comme ça de voir des gens normaux. Mais effectivement, quand on est un voyou en matière de données à caractère personnel, on va en prison. Mais il y en a quasiment peu, ou pas, ou quasiment jamais. Là où vous avez un problème, c'est ça. L'impact en termes d'image. Voilà. C'est l'image qui fait peur aux patrons d'entreprise aujourd'hui, plus que la condamnation. C'est de se retrouver sur le site de la CNIL et puis derrière, évidemment, sur celui de TF1, France 2, France 3, BFM TV, iTélé et tout le machin. Parce que... Ouais, là, j'ai failli me lâcher. Mais on est entre nous. Et vous retrouvez dans la presse généralisée parce que vous ne respectez pas le droit des données à caractère personnel. Voilà. Avec une toute petite émeute des étudiants. On veut les aimer, hein, les manifs d'étudiants. Donc une manif d'étudiants sur les données à caractère personnel et on voit bien ce que ça peut donner. Et puis vous pouvez avoir un deuxième sujet, un sujet fun. L'arrêt du système d'information. Imaginez, comment s'appelle le truc? C'est Postbac? Non, le nouveau, Parcoursup. Imaginez, Parcoursup, on a tout refait, impeccable, on ne sait pas si ça marche pas, je ne fais pas de politique. Hein. Et puis, on dépense un peu d'argent pour le système, on fait de la pub en disant ça va marcher, etc. etc. Et puis, il y a la CNIL qui arrive et disait oh, vous êtes comment en informatique et liberté? Bah, ça veut dire quoi, on est comment? Bah, je sais pas moi, vous avez respecté le droit des gens, vous avez traité les sous-traitants comme il fallait, vous avez sécurisé le système informatique, vous avez fait un audit de sécurité, vous avez fait des pen tests, vous avez fait des audits de vulnérabilité, vous avez intégré un DPO dans la bande, enfin bref, vous avez fait votre boulot d'application de la loi informatique et liberté? Réponse, pas de réponse. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Quand je demande à mes clients, alors vous en êtes où du RGPD, ils me répondent Voilà. Et là, vous avez la sanction ultime de la CNIL. Stop! Suspension. On arrête. On attend. Mettez-vous en ordre de bataille. Et donc, il y a aujourd'hui un risque qui est effectivement de mettre en œuvre des projets et puis que ces projets ne soient pas compatibles avec la réglementation et qu'on soit obligé de les arrêter. Et donc, vous avez les deux effets qui sont un peu des effets qui sont pour moi pires que les effets prison à argent, qui sont les effets mise en péril des systèmes d'information de la maison ou des grands projets de la maison, et puis image effectivement de la maison. Alors maintenant, jargonnez-vous RGPD. Le jargon RGPD. Le premier sujet, un traitement de données à caractère personnel. Alors là, ceux qui ont rédigé le texte sont vraiment des gens malins. Un traitement, c'est pas un traitement. Voilà. Un traitement, on vous le dit d'ailleurs, hein, c'est une opération ou un ensemble d'opérations. Et qui touche quoi? Qui touche des données à caractère personnel,
hein, un ensemble de données à caractère personnel, tel que, alors j'insiste, alors je suis désolé, je ne vois pas de pointeur, donc je ne peux pas pointer. Si, il est où le pointeur? C'est le rouge, parce que je ne veux pas faire de bêtises avec l'informatique. Tel que un traitement, c'est une opération, un ensemble d'opérations effectuées à l'aide d'un procédé automatisé et appliqué à des données ou des ensembles de données, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la transmission, la diffusion, toute forme de mise à disposition, le rapprochement, l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Mais c'est pas grave. Tel que. Ça veut dire que c'est un exemple. Et il y a tout le reste. Donc, vous cassez pas la tête. Si vous avez des données à caractère personnel et que vous voulez... Faites quelque chose. C'est un traitement de données à caractère personnel. Premier sujet. Alors, ça pose un deuxième sujet. C'est quoi une donnée à caractère personnel? Ah ouais. Eh bien, une donnée à caractère personnel n'est pas une donnée à caractère personnel. Et si vous avez suivi, un traitement n'est pas un traitement et une donnée à caractère personnel n'est pas une donnée à caractère personnel, tout le reste va suivre. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pareil. Une donnée à caractère personnel, c'est tout. Enfin, c'est possiblement une donnée qui permet de repérer une personne, mais c'est aussi toute donnée qui permet d'identifier une personne sans que ce soit directement nominatif. Pour faire simple, on vous dit que c'est toute information se rapportant à une personne physique. Alors, c'est important, hein, une personne physique, c'est-à-dire ça ne touche pas les entreprises, ce n'est pas le sujet. Si vous faites une base de données avec le nom de boîte, de fournisseurs, etc., ce n'est pas de problème. Mais là, la question, c'est des personnes physiques, c'est-à-dire vous et moi, hein, on est des personnes physiques, identifiées ou identifiables, on verra tout à l'heure, et réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée. Franchement, vous avez compris, hein? Ça s'appelle de l'itération en littérature. Directement ou indirectement. Par référence à un identifiant, tel qu'un nom, tant mieux, mais aussi un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité, physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturel et social. Voilà. Une donnée à caractère personnel, c'est tout. Exemple, plaque d'immatriculation, donnée à caractère personnel. Adresse IP, donnée à caractère personnel. Alors, vous battez pas en informatique, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Adresse IP, donnée à caractère personnel, cour de cassation. OK? Qui dit ouais, une adresse IP, c'est une donnée à caractère personnel. Un pseudo, c'est une donnée à caractère personnel. Un avatar, c'est une donnée à caractère personnel. Voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer qui permet directement ou indirectement de retrouver une personne est une donnée à caractère personnel, y compris quand c'est indirect. Quand, par exemple, les autoroutes Vinci prennent la plaque d'immatriculation de votre voiture, ils prennent que la plaque d'immatriculation de votre voiture. Enfin, j'espère. Ils ne prennent pas votre photo. Enfin, je crois. Ou alors, il faut avoir une toute petite voiture très basse. Mais bon, si vous avez une voiture normale, et vous êtes beaucoup plus haut que la plaque d'immatriculation, ça devrait aller. Mais est-ce qu'ils ont votre nom? Ah non. Ils n'ont pas votre nom, non. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier votre nom avec la carte bancaire? Normalement, non. Parce qu'entre le paiement du ticket, ouais, il y a doute. Okay. On en parlera. Enfin, ils disent que non. Mais ce qui est certain, c'est que derrière cette base de données de cartes, de plaques d'immatriculation, on est capable de retrouver une personne. C'est sûr. Eux, peut-être pas directement. Mais on est capable, effectivement, par regroupement de fichiers, de retrouver une personne. Donc, on est bien en face d'une donnée à caractère personnel. Le fait de filmer des gens, par exemple, avec de la vidéosurveillance, est un mécanisme qui va générer automatiquement des données à caractère personnel, que sont les images. Les images sont des données à caractère personnel. Alors, sur les images, c'est encore un autre sujet, évidemment, on n'aura pas le temps de tout traiter, parce que c'est la combinaison entre deux droits malins, le droit des données à caractère personnel et le droit à l'image. Mais ce n'est pas parce que vous avez le droit à l'image de la personne qu'elle vous a autorisé à exploiter ces données, et inversement, ce n'est pas parce que vous avez obtenu le droit d'exploitation des données que vous avez obtenu le droit à l'image. Donc ça veut dire que si on met en place un mécanisme de trombinoscope, vidéosurveillance ou d'autres choses, il faudra qu'on pense, 1, à droit des données à caractère personnel, et 2, droit à l'image. Troisième sujet, les données sensibles. Alors les données sensibles, c'est quoi? C'est le seul article que vous pourriez connaître par cœur parce que celui-là, il devrait vous faire peur. C'est l'article 9.
Voilà, moi c'est le seul article qui me fait peur, le 9. Est-ce que j'ai des données sensibles? Qu'est-ce que des données sensibles? Ben, on vous le dit. Des données, enfin on vous le dit, vous ne le voyez pas. De là où vous êtes, normalement vous ne le voyez pas, hein, avec le soleil. Si, opinion raciale et ethnique, opinion politique, conviction religieuse, appartenance syndicale, données génétiques, données de santé, données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle. Et là, vous allez me dire, wow, on n'a pas tout ça, nous. Hein. L'orientation sexuelle des étudiants. Hein? L'orientation sexuelle des étudiants? Non. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Non, parce que vous n'écoutez pas, Céline. Vous n'écoutez pas. J'ai pas dit que vous n'aviez pas au moins une catégorie. J'ai commencé ma phrase en disant « Je suppose que vous n'avez pas l'orientation sexuelle des étudiants. » Sinon, il faut le dire. Mais vous avez des données de santé. Vous pouvez avoir des données de santé. Voilà. Vous pourriez avoir des données syndicales. Vous pourriez avoir des données religieuses. Alors, je ne connais pas bien le mécanisme entre la répartition entre vous et les Crous, par exemple, sur les repas et savoir si ou pas on peut manger kasher, halal, végan ou ce qu'on veut, j'en sais rien. Mais potentiellement, on peut avoir des données sensibles. Simplement, ce que dit la loi, c'est elle dit attention, quand tu as des données sensibles, il faut avoir une bonne raison, c'est-à-dire que la justification est prégnante. 2, une super protection, c'est-à-dire qu'il est évident que ces listes-là ne peuvent pas tomber dans le domaine public ou en tous les cas ne peuvent pas être accessibles, même si on sait très bien que en termes de sécurité, la sécurité est toujours perfectible et que le niveau 0 n'existe pas en matière de risque. Ceci dit, si vous avez ce genre de données, c'est des données noires et ces données noires, on doit les surprotéger. Et la plupart du temps, on est tenu d'obtenir l'autorisation des personnes, sauf dans des cas très particuliers où la loi vous oblige à avoir cette information. Je sais pas moi, la loi oblige l'existence d'un fichier de délinquance sexuelle. Ça va donner quelques idées sur l'orientation sexuelle de la personne. Ceci dit, là, je ne vais pas lui demander son consentement. Vous voyez, elle rentre dans le fichier des délinquants sexuels, point barre. De la même manière que vous êtes dans le fichier des impôts, par exemple, et vous ne pouvez pas dire, en fait, droit à l'effacement, droit à l'oubli. Vous voyez, il y a des droits comme ça qu'on a du mal à exercer. Vous avez ensuite les acteurs du monde des data. Là, j'ai parlé des traitements et des données. Vous avez compris, hein, sans rentrer dans le détail, que tout ce que vous allez mettre en place, le moindre petit fichier dans un coin, c'est un traitement de données, pour autant qu'il y ait 2 données à l'intérieur. Voilà, j'allais même, peut-être même avec une seule, ça suffirait. Et puis, vous avez les acteurs. Les acteurs du droit des données à caractère personnel, c'est qui? C'est le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est qui? C'est la personne qui définit ce que l'on appelle les finalités et les moyens. C'est-à-dire, en gros, c'est celui qui va décider. Et c'est un vrai sujet, déjà. Un vrai sujet dans le monde, en général, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et autres, c'est qui décide? Qui décide de la mise en place d'un système d'information? Il y a des systèmes d'information qui sont mis en place au niveau national. Il y a des systèmes d'information qui sont mis en place au niveau local, régional, départemental, de l'établissement lui-même. Il y a des endroits où on partage cette responsabilité entre différents établissements. Donc la problématique qu'on a à gérer dès le départ, c'est qui est le responsable de traitement? Pourquoi? Parce que lui, on est sûr d'une chose, il est responsable de tout. C'est-à-dire que le responsable de traitement, si effectivement il est pris la main dans le pot de confiture à ne pas respecter le RGPD, lui, il va, pour le coup, se voir condamné au montant qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire 10, 20 millions, 2% ou 4% de chiffre d'affaires. Vous avez ensuite le sous-traitant. Alors le sous-traitant, c'est quoi? C'est comme tout à l'heure, hein, c'est tout sauf un sous-traitant. C'est quoi un sous-traitant? Alors vous avez 2 hypothèses, vous avez la loi de 1975, et puis vous avez le sous-traitant RGPD. La loi de 1975, elle dit, quand une partie de la prestation est faite par un autre, c'est un sous-traitant. Vous voyez, genre, vous faites des travaux à la maison, vous prenez une entreprise tout corps d'État, et puis en fait, ils vont sous-traiter la plomberie. Bon, ça vous parle, ça s'appelle un sous-traitant. En données à caractère personnel, ça n'a rien à voir. Le sous-traitant n'est pas le sous-traitant. Le sous-traitant, c'est la personne qui traite les données pour vous. Voilà. C'est une personne qui va soit traiter les données pour vous, soit accéder à vos données, même si son job n'est pas au départ de traiter vos données.
Deux exemples. Vous faites un événement, je sais pas moi, l'inauguration annuelle, enfin la présentation annuelle de l'université, etc. Et là, vous allez inviter des gens, vous allez faire une belle soirée, etc. Et vous allez passer par une agence de com. Voilà. Et bien, agence de com, tripatouillage de données, ça s'appelle comme ça. Envoi d'invitation, de mailing, de machin, de trucs en tout genre. Vous lui avez donné une base de données, elle l'a éventuellement enrichie avec des données qu'elle avait, blablabla, bing, bingo, gros lot, sous-traitant niveau 1. Enfin, c'est moi qui ai inventé les niveaux, mais niveau 1, c'est-à-dire quelqu'un tripatouille mes données. Exemple, externalisation de la paye. Dans beaucoup d'entreprises, la paye est externalisée. Tripatouillage de données par la boîte qui fait effectivement la paye. Okay ? Et puis, vous avez le deuxième niveau. Le niveau qui touche quasiment toutes les boîtes d'informatique. C'est j'interviens sur le système d'information de mon client. Je n'ai pas vocation à tripatouiller ces données, mais je peux y avoir accès. N'importe quelle entreprise qui fait de la maintenance, n'importe quelle boîte qui fait de l'administration système ou autre, va se retrouver dans la qualification des sous-traitants. Et donc, elle aura une part de responsabilité, on va le voir tout à l'heure, qui est différente du responsable de traitement. Et puis, vous avez le dernier point, c'est le destinataire des données. Et le destinataire des données, c'est vous. Voilà. Vous êtes, alors vous, sauf les étudiants, pardon, hein, je ne fais pas de racisme aux étudiants, mais vous, je veux dire, les gens de l'université, les agents de l'université, vous êtes ce qu'on appelle les destinataires des données. Vous n'êtes pas responsable de traitement. Vous n'irez pas en prison parce que vous avez mal manipulé les données. Vous allez vous faire engueuler, vous allez vous faire virer, enfin, il y a plein de bonnes raisons pour se faire punir, il n'y a pas de débat. Sauf si vous êtes des voyous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comme ici à Bordeaux, il n'y a pas de voyous, ça va bien. Mais ailleurs non plus, hein, je vous rassure, dans les universités, il n'y en a pas. Encore qu'on a vu quelques... J'en parlerai plus tard. Vous êtes destinataire des données. Et le destinataire des données n'est pas le responsable de traitement. Il ne va pas en prison. Il ne prend pas 10 millions d'euros d'amende. Voilà, il se fait gronder parce qu'il n'a pas respecté les règles. Encore faut-il qu'on lui donne des règles. Et là, c'est simple, hein, vous connaissez la chanson, nul n'est censé ignorer la loi. Bon, bah, j'ai pas besoin de t'expliquer les règles 10 fois, normalement, tu es supposé les connaître. Alors, c'est vrai que c'est mieux quand on les connaît, c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des établissements, on a aujourd'hui, je suppose qu'à Bordeaux, on en a une charte des systèmes d'information, voilà, qui explique comment vous avez le droit de manipuler et d'utiliser les systèmes d'information mis à votre disposition par l'université. Et puis, normalement, si, et je n'en doute pas, votre DPO met son grain de sel dans la musique, il va dire mais la charte des systèmes d'information, elle est sympa, mais elle ne comporte pas de thème sur les données à caractère personnel. Donc peut-être qu'il faudrait la revoir et peut-être qu'il faudrait adopter des règles du jeu, des règles comportementales de type code de bonne conduite en matière de données à caractère personnel. On a perdu une personne pour l'instant, ce qui est un bon score quand on parle de droit des données à caractère personnel. Donc vous êtes destinataire des données. Ceci dit, c'est bien entre vos mains que vont passer les datas. Et donc, en fait, un peu comme en matière de sécurité, la sécurité, c'est le problème des gens qui mettent en place des mesures de sécurité, mais la sécurisation, pardon, c'est la problématique des gens qui mettent en place des mesures de sécurité, mais la sécurité, c'est votre problème. Et donc, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est nous pourrions, ou vous pourriez, ou votre DPO pourrait mettre en place la plus belle politique de données à caractère personnel à Bordeaux, ou en France, ou en Europe, il est tributaire de la manière dont vous-même allez appliquer ces règles du jeu. Alors, les règles du jeu, c'est quoi? D'abord, il y a les principes. Les principes de base, c'est assez simple. C'est ce que normalement vous êtes supposé connaître depuis la nuit des temps en matière de données à caractère personnel. On ne collecte pas des données sans savoir pourquoi. Ah, il y a des gens qui font des grosses marmites de données. Ils collectent et ils disent « Ah tiens, un jour, ça me servira ». Ah non, un jour, ça ne me servira pas, non. Soit ça me sert, soit ça ne me sert pas. Deuxièmement, je dois avoir des données strictement nécessaires à mon usage. Moi, j'ai des données sur les étudiants. Très bien. Lesquelles? Blablabla, celle-là. Très bien. T'en as besoin? Pourquoi? Ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, ça, je sais pas. Bah, tu l'as plus. Voilà. On ne peut prendre des données que pour des finalités spécifiques et les données dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir plein de données. Si on décide de faire du big data, c'est de l'anglais, ça veut dire gros data. Si on veut faire du gros data, il nous faut des grosses données. Donc on va en prendre plein.
Mais simplement, on a une explication. Finalité, nous faisons des grosses données, donc nous faisons du big data, nous avons besoin de grosses données, donc on y va. Mais on a une justification. Troisième sujet, qui est une tuerie. Et une tuerie. La durée de conservation. Ouais, ça c'est énorme. Quand j'arrive dans les entreprises, je dis, vous pouvez me donner votre politique de durée de conservation? Maître, vous avez parlé trop vite. Alors je sais que je parle vite, donc je vais le refaire. Avez-vous une politique de durée de conservation? Ah, c'est quoi? Ben, en fait, c'est la durée de conservation des données, en français. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous ne devez plus les avoir. Ah bon? Eh oui, c'est un principe de base. On n'a pas le droit de garder les données pour plus longtemps qu'on en a besoin. Alors, soit parce que la loi le fixe, la loi dit, bah voilà, à partir de telle durée, vous n'avez plus besoin d'eux, soit parce que la pratique le fixe, soit des fois parce que la CNIL le fixe. Prenez un exemple que j'adore, la gestion des CV. Dans les entreprises, on baigne dans les CV. Voilà, on reçoit des CV par mail, des propositions d'emploi, blabla, blabla, blabla. Et la CNIL, vous savez combien de temps elle a dit que vous pouviez garder les CV? Juste comme ça, moins d'1 an, levez la main. Plus d'1 an, levez la main. Ok, ceux qui ne votent pas, levez la main. Ok. 0 jours. Voilà, 0. 0. Vous décidez de ne pas prendre quelqu'un, vous supprimez le CV. Ou alors vous avez éventuellement une durée de 2 ans, pour autant que vous ayez informé la personne et que vous ayez une bonne raison pour garder les CV. Voilà. Durée de conservation des prospects après contractualisation. C'est-à-dire vous achetez un truc dans une entreprise, chez un commerçant. Combien de temps le commerçant a le droit de vous garder dans sa base en tant qu'ancien client? 3 ans. Voilà. Pas 4 ans, pas 5 ans, pas 10 ans. 3 ans. Donc si vous arrivez chez un commerçant, par exemple, vous êtes allé faire les courses il y a 4 ans, et vous le savez. Vous rentrez. Et là, on vous dit « Bonjour, monsieur Barbry ». Et là, procès. Voilà. Et vous pouvez gagner quand même 10 millions. Hein, je veux dire. Alors, vous ne les gagnerez pas. Je ne vous les gagnerai pas. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On va être en face d'une condamnation administrative. L'argent ne va pas dans la poche de la CNIL, mais pas non plus dans la vôtre. Elle va dans la poche de l'État. Terminé, on n'en parle plus. Donc, la durée. Et puis, jusque-là, ça allait bien. Tout ça, j'allais dire, globalement, sauf si vous êtes d'une autre planète, vous le saviez déjà. Là où ça va commencer à se corser, c'est ça, le F. Les données doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre les traitements non autorisés ou illicites, comme la perte, la destruction, le dégât d'origine accidentelle à l'aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Il y a 2 mots qui me gênent. Approprié. 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 Vous devez prendre les mesures appropriées. Lesquelles? On vient de vous le dire. Celles qui sont appropriées. Pour sécuriser et protéger les données. C'est là où j'ai besoin de vous, les étudiants. Parce que, alors on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je reviendrai avec grand plaisir. De travailler sur ce que peut être une mesure appropriée pour un client par rapport à sa data. Parce que lui, il n'en sait rien. Il est juriste, il est DPO, il est directeur général. Alors, il a sans doute une culture, il a sans doute un peu d'expérience sur le sujet. Il sait que la donnée, là, elle est en danger ou dangereuse. Mais il n'a pas les clés pour savoir sécuriser. Et ça n'existait pas dans la réglementation antérieure. Dans la réglementation antérieure, on avait déjà les principes. On avait déjà l'obligation de sécuriser. C'était sûr, c'était l'article 34 de la loi Informatique et Liberté. Mais on ne l'avait pas posé comme étant un principe général. Le principe général de sécurisation et de protection des données. Et le truc qui tue, c'est ça. Alors je vous l'ai mis en anglais parce que la plupart des gens, quand ils entendent parler du RGPD, entendent parler d'un principe d'accountability. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce principe, accountability, non, bon, pas grave. Maintenant, vous en aurez entendu parler. Le principe d'accountability, c'est un principe, d'abord c'est un texte qu'on ne trouve que dans la version anglaise du RGPD. On ne le retrouve pas dans la version française. Dans la version française, on trouve le mot... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. La peur. La peur. On trouve le mot responsabilité.
Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, si je reviens sur le texte d'avant, vous avez tous les principes A, B, C, D, E, F, et là vous avez un petit 2. Le petit 2, je vous l'ai mis là. Le responsable de traitement est responsable du respect du paragraphe 1, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de voir, et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté. Est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous appartient collectivement de démontrer qu'on est conforme au RGPD. Et pas à la CNIL de venir nous dire le contraire. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe dans la loi actuelle? Enfin, qu'est-ce qui se passait dans l'emprise de l'ancienne loi? C'est que la CNIL devenait faire un contrôle dans l'entreprise, demander tout un tas de choses, et puis il faisait un compte-rendu, en gros un PV, disant ben voilà ce que j'ai pu trouver, etc. Puis il y avait débat, puis on était d'accord, pas d'accord, etc. Mais c'était à la CNIL d'apporter la preuve de votre non-conformité. Avec le RGPD, qu'est-ce qui change? C'est à vous d'apporter la preuve de votre conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre DPO, vous voyez qu'à la fin il va en avoir de la responsabilité, il n'a pas son joli classeur blanc, vert, bleu, rouge, couleur indépendante, où il y a marqué notre politique RGPD, et dans lequel il est capable de traiter élément par élément ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est-à-dire les champs sur lesquels il doit travailler, il est mort. Enfin, vous êtes mort. Enfin, votre DG est mort. Voilà, encore une fois, c'est le DPO, il est tranquille. Mais il lui faut ce classeur. Même si on est en environnement numérique, il lui faut ce classeur. Il faut qu'il soit capable de sortir et le donner à la CNIL à première demande. Et ça change tout. Et il y a un deuxième truc qui change tout dans le RGPD, c'est le fait qu'on doit sans arrêt, démontrer, lisez pas tout, hein, démontrer qu'on a raison, qu'on a mis en place les bons outils. Donc voilà, moi j'ai choisi du bleu. Bon, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, c'est la seule liberté que je vous laisse, elle est déjà pas mal. Et là, il vous faut ça. Alors, il vous faut ça avec quoi? Avec les fondements d'un traitement. Première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai un fondement à mon traitement? Est-ce que ce que j'ai mis en place est légitime ou pas? Alors, vous n'en avez que A, B, C, D, E, F, G, E. Non, A, B, C, D, E, F. Voilà. Si vous sortez de ce cadre-là, c'est-à-dire vous avez un traitement, même un fichier, hein, avec des données dedans, un tableau Excel. Un tableau Excel. Et que vous n'êtes pas capable de répondre à une des catégories, vous êtes hors la loi. Première catégorie, la personne concernée a consenti au traitement. Le fameux I agree. Je suis d'accord. Alors, si vous avez un je suis d'accord, pas de problème. Mais attention, hein, un je suis d'accord qui se voit. Pas un je suis d'accord écrit en tout petit. Pas un je suis d'accord écrit en langue étrangère. Pas un je suis d'accord précoché. Je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, il faut décocher. Non, non, ça ne marche pas. Il faut que ce soit bien visible, bien case à cocher, un vrai consentement, comme on n'en fait plus. Deuxième élément, ou plutôt comme on n'en a jamais fait. Deuxième élément, le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous avons un contrat entre nous. Dans ce contrat, nous devons traiter des données. C'est obligatoire. Vous avez un suivi de scolarité. Vous avez un parcours étudiant. Vous avez un contrat avec l'université. Terminé, au revoir. Voilà, je peux mettre en place un ensemble de traitements qui sont liés à la relation contractuelle que je vais avoir avec un étudiant, par exemple. Si je n'ai pas ça, c'est pas grave, j'ai le C. Obligation légale. Je dois remplir une obligation légale. Bah, si la loi dit tu dois avoir, je ne sais pas moi, la liste des les casiers judiciaires d'un certain nombre de personnes parce que elles sont au contact, alors c'est pas des étudiants, mais d'enfants dans d'autres environnements et il faut faire attention à tout un tas de trucs, c'est obligation légale. La loi oblige à faire ce genre de choses. Vous avez une autre obligation qui est la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. Alors là, franchement, à l'université, ça ne va pas tous les matins. Mais en fait, c'est l'idée que si demain, quelqu'un doit être sauvé, on ne va pas lui demander, au fait, tu peux nous donner ton consentement? Hein, on va s'en passer. Hein, c'est ce que font les pompiers, généralement, ils s'en passent. L'exécution d'une mission d'intérêt public, ce qui peut être votre cas également. Si jamais je rentre dans l'exécution d'une mission d'intérêt public, je peux mettre en place un traitement, encore faut-il que ce traitement réponde à l'exigence de la mission d'intérêt public. Et puis, vous avez un dernier truc. Alors ça, c'est pareil, c'est de l'ordre du mysticisme juridique. L'intérêt légitime poursuivi par la personne. J'ai un intérêt légitime à avoir un traitement sur vous.
Alors là, vous voyez, ça commence où, ça s'arrête où il y a même un considérant absolument génial dans le RGPD, un considérant 49, qui dit que il est normal pour une entreprise d'avoir des clients et d'un fichier client, mais il est aussi normal pour une entreprise d'avoir des prospects et un fichier prospect. Donc quand on a dit que client-prospect, c'était intérêt légitime, honnêtement, moi, je suis prêt à tout mettre dans l'intérêt légitime. Alors comme c'est que c'est tendu, parce que l'intérêt légitime, c'est quelque chose de sensible sur lequel la CNIL va être extrêmement regardante, ce qu'il faut que vous soyez capable de faire, c'est j'ai un traitement, et ce traitement, même s'il est sur votre ordinateur, avec votre tableau Excel à vous, dans votre environnement, vous devez être capable, un, de le dire au DPO déjà, j'ai un traitement, et deux, de dire, voilà, à quelle obligation il correspond. Attention au consentement. Parce que souvent on me dit, mais on pourrait aller au consentement, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus simple, surtout qu'en début d'année, vous pourriez très bien faire consentir les étudiants à quelque chose. Le problème du consentement à ce site particulier, c'est que si je rentre dans le consentement, il y a différents éléments. Le premier élément, qui est presque le plus facile à gérer, c'est démontrer que j'ai bien obtenu le consentement. Donc ça veut dire paperasse, conservation d'éléments, archivage de dossiers, etc., etc. Et le deuxième important, c'est la possibilité pour la personne de retirer son consentement. Voilà, c'est un droit absolu, le droit pour la personne de retirer le consentement à tout moment. Ce qui rend le truc complètement dingue. Si vous avez géré les droits de vos étudiants sur la base du consentement, avec un étudiant qui peut le retirer à tout moment, c'est une bombe atomique. Alors, ne le répétez pas aux autres étudiants, hein, les étudiants. Mais c'est un vrai sujet. Donc, il ne faut surtout pas aller chercher le consentement. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Il faut aller chercher la mission d'intérêt public, dans certains cas, ou l'exécution contractuelle, ou l'obligation réglementaire. Basta. Mais aller demander le consentement quand on n'en a pas besoin, c'est se tirer une balle dans le pied, pour ne pas dire dans la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez cartographier vos traitements. Ça, c'est le travail qui est en cours ou qui est fait par votre DPO, mais il ne peut pas le faire tout seul. Il ne sait pas, moi, quel traitement vous avez caché dans un coin illicite. Voilà, donc il va vous les trouver. Et puis, deuxièmement, il va identifier avec vous, vous allez identifier avec lui, le fondement juridique sur lequel est bâti ce traitement. Premier élément. Deuxième élément, le droit à l'information. On a terminé, hein, c'est bon. Non, je plaisante, vous pouvez venir. Hein. Non, je veux dire, on a commencé depuis 1 heure, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, vous avez le droit de venir. Non, mais c'est parce que je suis lancé, c'est pour ça que je vais faire comme si vous n'étiez pas là. Alors, le droit à l'information, c'est un droit important. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ce que vous avez vu, c'est vos petits bulletins d'inscription avec votre petit truc marqué en application de la loi de 78, vous avez un droit d'accès, de rectification, etc. C'est généralement écrit tout en bas, en tout petit, illisible. Okay? Et là, le RGPD a dit, ça suffit. Ça suffit, les trucs tout petits, illisibles. Moi, je veux du gros lisible. Et voilà ce qu'elle dit. Alors, je vous ai dit que vous deviez retenir l'article 9. Et en fait, j'ai menti, parce que je suis avocat. Eh ouais. Il va falloir apprendre 2 articles. Et l'article 12. Que nous dit l'article 12? Il nous dit, le responsable de traitement, vous, enfin, monsieur, prend des mesures appropriées, lesquelles? Celles qui sont appropriées, vous avez compris, pour fournir toutes les informations visées aux articles 13, 14, ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et 34. C'est à peu près le loto juridique dans le désordre. En ce qui concerne le traitement des personnes concernées, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. En particulier, pour toutes les informations destinées spécifiquement à des enfants, je vous en fais grâce. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens, y compris lorsque c'est approprié par voie électronique. Alors, la voie électronique serait une voie non écrite, c'est la voie de Dieu. Voilà. Alors peut-être par téléphone, hein, peut-être, j'en sais rien, peut-être on va inventer des systèmes, mais en gros, vous avez compris. Vous avez compris quoi? Vous avez compris que vous deviez faire une information des articles 13, 14, 15 à 22 et 34. C'est tout ça. Tout ça, c'est quoi? Ben, je dois dire, par exemple, à la personne concernée, 34, comment je vais gérer les violations de sécurité s'il y en a.
Je vais expliquer à la personne le droit à la portabilité, si elle en a, si elle n'en a pas. Si elle n'en a pas, je lui explique pourquoi elle n'en a pas. Si elle en a, je lui explique pourquoi elle en a. Je vais lui expliquer le droit d'opposition. Elle en a, elle n'en a pas. Je lui explique pourquoi elle n'en a pas. Elle en a, je lui explique pourquoi elle en a et comment elle le met en œuvre. Et ainsi de suite. Et puis, ça, c'est des droits spécifiques, de 15 à 22. Mais vous avez les informations qui sont de 13 et 14, les informations à fournir en cas de collecte directe, les informations à fournir en cas de collecte indirecte. Bref, ça fait comme ça. C'est épais comme ça. Une politique d'information des gens aujourd'hui, c'est épais comme ça. Raison pour laquelle, sauf si vous êtes d'une autre planète, vous avez reçu par mail des uns et des autres, alors de Google bien entendu, mais des autres aussi, des boîtes avec lesquelles vous travaillez, dont vous êtes acheteur, etc. Un document qui s'appelle Politique d'information des données à caractère personnel. C'est pas pour s'embêter la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, quand vous prenez les informations collectées directement ou indirectement, ça vous donne tout ça. L'identité du responsable du traitement et son représentant, l'identité du DPO si on a un, les finalités de base, les données qu'on a, les destinataires des données, les éventuels flux en dehors de l'Union européenne, les mentions relatives au consentement s'il y en a, bla 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 bla. Voilà. Et donc on doit surabonder les gens, ce qui devient honnêtement débile. Parce que comme vous envoyez les informations et que les gens ne les lisent pas, bah, d'une certaine manière, ça légitime tout et n'importe quoi. Vous écrivez tout et n'importe quoi, et puis vous dites, bah, il était d'accord. Et c'est vrai que ça légitime finalement un peu ce qu'on veut faire. Alors, forme écrite, y compris par voie électronique, donc qu'est-ce qu'on fait nous? Bah, on l'écrit. Par voie électronique, bah, qu'est-ce qu'on fait nous? Bah, on l'écrit et on le publie sur le site web, par exemple. Nous, au cabinet, on a adopté une politique client. D'accord? Cette politique client, si vous voulez la voir, elle est accessible sur le site. Et elle explique à nos clients la manière dont on va gérer les données à caractère personnel qui les concernent, parce que nos clients, même si pour beaucoup ce sont des entreprises, nous avons des données à caractère personnel sur nos clients, à savoir le nom, le prénom. Voilà, dans mes clients, j'ai Céline, et j'ai prénom, nom, adresse, enfin professionnel, numéro de téléphone professionnel, adresse mail, bref, j'ai des données à caractère personnel. Et il est normal que Céline sache à qui, comment et de quelle manière je traite les données à caractère personnel la concernant et concernant mes clients. Et pourquoi on met en place une politique? Parce qu'on vous le dit, il faut que ce soit transparent, clair, etc., etc. Donc plus c'est rédigé, mieux c'est. Et puis dernier point, les articles 13 et 14, mais ne vous embêtez pas avec ça, mais disent que toutes les informations que vous êtes supposés donner, si vous les avez données une fois de manière claire, alors vous les avez données pour la vie entière. En gros. C'est-à-dire que si l'université, par exemple, avait 10, 15, 20 traitements, si elle a une politique qui couvre l'ensemble des traitements, elle n'est pas obligée d'avoir une politique par traitement ou de réinformer la personne à chaque fois qu'elle met en place un traitement. Elle peut avoir un truc très simple. Elle dit dans tous ses documents, pris en application de la politique de protection des données à caractère personnel que vous pouvez trouver sur le site web, par exemple, à l'adresse wawawa, je sais pas quoi, ou à l'adresse de notre DPO, je sais pas quoi non plus. OK ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez avoir une politique de données. Alors, attention, hein, vous en avez deux au minimum. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez deux catégories de population. Vous avez la population des profs et des enseignants, enfin, même pas, pardon, des apprenants, essentiellement des étudiants, mais pas que, qui sont ce qu'on appellerait des externes. Et eux, on va les informer comme des externes. Mais vous avez aussi la population des internes. La plupart d'entre vous, les agents. Voilà, qui travaillaient pour le compte de l'université ou d'autres établissements, et sur lesquels nous avons aussi des données. Voilà, on a aussi des données concernant Céline, de l'autre côté. Et des données, me semble-t-il, beaucoup plus sensibles, entre guillemets, pour elle, que les données que moi je peux avoir en tant que cabinet d'avocat sur votre établissement. Données bancaires, parce que je suppose que vous êtes payé. Voilà. Donc voilà, données bancaires, c'est déjà une donnée particulière. Mais il peut y avoir des données familiales, des données sociales, contextuelles, bref, il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Donc ça veut dire qu'il vous faut deux politiques, une politique orientée externe, une politique orientée interne. Ensuite, vous avez cette problématique du registre des traitements. Alors le registre des traitements, c'est quoi? C'est qu'avec le RGPD, une chose a disparu. Normalement, quand les gens entendent parler de la loi informatique et liberté, ils entendent parler de déclaration auprès de la CNIL. Hein. Ça, forcément, même si vous, encore une fois, vous êtes d'une autre planète, on sait que la loi, globalement, 78, je ne sais pas pourquoi les gens l'ont appris comme ça, on sait qu'il y a une CNIL,
On ne sait pas toujours à quoi elle sert, mais on sait qu'elle existe. Et puis on sait qu'on a des trucs à faire à la CNIL avant de mettre en place un traitement. Ces trucs à faire, ça s'appelle déclaration ou ça s'appelle autorisation suivant la situation. Eh bien, avec le RGPD, ceci, c'est supprimé. Il n'y a plus de déclaration, il n'y a plus d'autorisation à faire, sauf des cas marginaux, donc je ne reviendrai pas dessus, ça a un intérêt, entre guillemets, que pour les professionnels qui vraiment baignent dedans. Partez du postulat qu'il n'y a plus de démarche à faire auprès de la CNIL. Mais à la condition de faire le boulot soi-même. Eh oui, c'est comme la collecte des impôts. Hein. On va quand même payer des impôts l'année prochaine. Elles seront collectées plus par le fisc, mais par nos employeurs, mais on va quand même payer des impôts. Bah là, c'est pareil. On vous enlève, on vous allège la déclaration auprès de la CNIL, mais ce n'est pas pour faire rien. Ce n'est pas par substitution du néant. C'est parce qu'à la place, vous allez faire le job. Et le job, c'est quoi? C'est un registre des activités de traitement, c'est-à-dire un élément dans lequel vous allez mettre tout ce dont vous avez besoin pour expliquer à la CNIL et le cas échéant aux personnes concernées le type de données que vous traitez, les finalités que vous avez, la durée de conservation, etc. Et le registre, hein, on vous dit chaque responsable de traitement tient un registre avec le nom et les coordonnées du responsable de traitement, avec le cas échéant les coordonnées du DPO, avec les finalités du traitement, raison pour laquelle vous devez vous poser la question de la finalité en amont, sinon vous n'allez pas pouvoir remplir le questionnaire, enfin le traitement, la description des catégories de personnes concernées et les catégories de données, c'est-à-dire que c'est vraiment la carte d'identité du traitement que vous mettez en œuvre. Quel type de personne, quel type de données, combien de temps je la garde, sur quel fondement, quelles mesures de sécurité j'ai mis en œuvre, comment je gère les droits des personnes. Enfin, j'ai une carte d'identité pour chacun des traitements qui va être mis en œuvre. Et le sous-traitant fait pareil. Alors le sous-traitant, on y viendra tout à l'heure. Le sous-traitant, c'est celui, je vous l'ai dit, qui traite les données pour votre compte. Lui aussi, il a un registre des traitements à faire en tant que sous-traitant. Pourquoi? Parce que la CNIL va recouper. Et elle va dire, bon ben voilà, à l'université de Bordeaux, ils ont déclaré 100 traitements. Très bien. Et ils ont 50 sous-traitants qui travaillent sur ces traitements. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder que les informations que le responsable du traitement m'a données sont les mêmes que celui que le sous-traitant a. Et comme ça, s'il y a un désaccord, ma mécanique de contrôle sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc le sous-traitant, lui aussi, va avoir à mettre en place ce registre des traitements. Il y a un seul effet sympa du RGPD, c'est que si on est moins de 250 employés, on n'est pas obligé d'avoir un registre des traitements. Bon, la question ne va pas se poser chez vous. Donc, vous êtes obligé d'avoir un registre des traitements. De toute façon, généralement, quand on est moins de 250, on a quand même l'obligation d'avoir un registre des traitements quand on traite de la donnée dite un peu sensible. Donc, dans beaucoup d'environnements, on va vers la mise en place d'un registre de traitement. De toute façon, chez vous, la question ne se pose pas, on doit le faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce registre, il doit être réalisé. Il doit être réalisé avec ou par votre DPO. Il doit surtout être maintenu en conditions opérationnelles par votre DPO parce que le pire des scénarios possibles serait que vous ayez un registre des traitements à un instant donné et donc que vous soyez... Vous avez un registre, hein, c'est ça? Vous avez un registre? Oui. Voilà. Mais ce qui serait le pire, ce serait d'avoir un registre qui ne soit pas maintenu en conditions opérationnelles. Et que le jour où la CNIL vient éventuellement faire un contrôle, l'année prochaine, l'année d'après, l'année suivante, dans 10 ans, on n'ait effectivement pas maintenu le registre en question. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une décision d'opportunité ou pas à mettre en place un registre, vous l'avez déjà fait. Il y a l'élaboration du registre qui est à faire aussi. Et là, il y a la possibilité d'acheter des outils, je crois que c'est ce que vous avez fait, pour pouvoir avoir une aide technique à la mise en place de ce registre, hein, parce que finalement, la mécanique n'est pas si simple. Et puis après, vous avez la gouvernance de maintien en conditions opérationnelles de ce registre. Et là, j'insiste sur votre rôle. Si votre rôle est d'être en responsabilité par rapport à un traitement, la réponse que vous allez apporter au DPO est extrêmement importante. De votre participation active au maintien en conditions opérationnelles de ce registre dépendra le niveau de responsabilité de la maison. Donc ça veut dire que si vous recevez un jour
une demande du DPO, je ne sais pas comment vous allez organiser la maintenance du registre, mais moi qui suis DPO pour à peu près une trentaine d'entreprises, j'ai mis en place un mécanisme de trimestriel, parce que je ne vais pas faire ça tous les jours, et puis je ne vais surtout pas faire ça en attendant que les opérationnels me donnent l'info. Non, vous avez du boulot, vous avez un vrai job. DPO, c'est un vrai job. Hein. Mais je veux dire, vous avez un vrai autre job que de penser tous les matins en vous levant « Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon traitement ?» Et dès que vous avez identifié un truc nouveau dans votre traitement, de le dire tout de suite au DPO. Ça, c'est le pays de oui-oui. Ça n'existe pas. Par contre, vous envoyez quelque chose tous les trimestres en disant « Ben voilà, tu es plutôt en charge du traitement Schmoldu. Merci de me dire si oui, non, il y a des évolutions ceci, des évolutions cela. » Le truc, il fait 10 questions. Voilà. Les 10 questions, c'est oui, non. Jusque-là, ça ne va pas vous meurtrir. Et par contre, effectivement, quand il y a oui ou non, de temps en temps, il y a un petit commentaire. Voilà, question de base. Est-ce que le registre existe toujours? Mais pourquoi vous posez une question aussi débile? Mais parce qu'il y a des gens qui continuent à garder des registres avec des traitements qui n'existent plus. Voilà, ou il y a des gens qui arrêtent un traitement, ils n'en ont plus besoin, mais ils ne l'arrêtent pas. En fait, ils continuent à vivre, tout seuls. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui le maintient, plus personne qui y accède, mais il est là, avec des données dedans. C'est comme le rebut. Ah, j'adore. Je ne sais pas comment vous gérez la politique rebut. C'est-à-dire, vous prenez des vieux ordinateurs et vous les jetez à la poubelle. Voilà, avec les données qui vont dedans. Et là, vous avez des gens qui prennent les ordinateurs, ils cassent l'ordinateur lui-même, on s'en fout, hein, et ils prennent les données qui sont dedans. Et après, ils vous font un petit chantage, par exemple. Et ça arrive aujourd'hui dans les entreprises. Donc, attention à cette mise en œuvre du registre et à son maintien. Autre sujet important, la sous-traitance. Alors là, j'insiste sur ce sujet. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que dans notre environnement juridique, il n'y avait qu'un seul coupable. Le coupable, c'était le responsable de traitement. Voilà. Il y avait bien une relation déjà, il y avait bien l'article 35, pour ceux qui avaient lu la loi. Vous avez lu le RGPD, mais vous aviez lu la loi de 78? Ah ouais, bon, ça va, j'ai un avantage sur vous là. Dans la loi de 78, il y avait déjà un article, dit l'article 35, sur la relation entre le responsable de traitement et le sous-traitant. C'est-à-dire entre celui qui est le patron, celui qui décide, et celui qui fait. Et je ne parle pas des agents, hein. Encore une fois, je parle des sous-traitants entreprises. Et la règle, elle était relativement simple. Elle était, le sous-traitant doit faire son boulot pour sécuriser les données, mais celui qui va trinquer dans tous les cas, c'est le responsable de traitement. Et puis, on n'avait pas vraiment d'engagement de la part du responsable de traitement pour choisir un bon prestataire. Alors, on s'est rendu compte que cette règle de répartition qui est en gros 90% sur la tête du responsable de traitement, 10% sur la tête du sous-traitant, ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas parce que le responsable du traitement, il avait son DPO, son registre, son classeur bleu, son avocat. Il était nickel. Et puis, il avait un sous-traitant. Alors lui, en RGPD, il n'a même pas entendu de quoi ça parlait. Il ne savait même pas qu'il y avait un registre. Et donc, en fait, il y a un décalage complet entre la mise en œuvre d'une politique responsable dans l'entreprise A et puis le résultat final avec chez ou dans l'entreprise B. Donc, le RGPD a dit on ne peut pas se contenter de ça, il faut qu'on change de braquet et il faut qu'on rentre dans une autre dynamique, qui est une dynamique dans laquelle on va mettre en place un mécanisme un peu plus engageant avec le sous-traitant. Et on passe sur un mécanisme qui était 90-10 à un mécanisme 51-49. Alors pourquoi j'ai mis 51-49, ce qui en vrai n'est même pas vrai, enfin, il n'y a que moi qui ai inventé un truc pareil, mais c'est juste parce que la responsabilité restera quand même d'abord sur la tête du responsable de traitement. On aura du mal à décaler toute la responsabilité sur le prestataire qui fait le job. Mais on commence à retrouver un équilibre. Et dans cette responsabilité, dans cette nouvelle règle, on va parler de notre sous-traitant, et là, on a un article qui est un article, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir du numéro, parce que je vous ai dit qu'il n'y en avait que deux, hein, Merci. Et il y a le 28. Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable de traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. En mode simplifié, lorsque un responsable de... excusez-moi, je vais essayer d'arrêter de bouger. Le pauvre, il est derrière, il essaie de me suivre. Je n'avais pas vu. Lorsqu'un responsable de traitement, c'est-à-dire vous,
un vous collectif cette fois, décider avec... Il y a quelqu'un de la DSI? Voilà. Alors, lorsque essentiellement la DSI décide de faire appel à des prestataires extérieurs, on les a vus tout à l'heure, mais c'est vrai pour la DSI, mais je vous ai dit, c'est vrai pour la com, si vous avez une direction de la com, c'est vrai pour les RH, si jamais il y a externalisation d'un certain nombre de fonctions RH. Quand vous êtes dans cet environnement-là de sous-traitance, la règle, elle est simple, hein. Vous devez faire uniquement appel à des sous-traitants qui vous garantissent qu'ils sont RGPD compatibles. En pratique, ça va se passer comment? Première situation, je vais leur demander. Et là, il y a deux cas. Il y a les benets et les autres. Le benet, c'est celui qui écrit à son sous-traitant en disant « Bonjour, est-ce que tu peux me dire que tu es RGPD compatible ?» Oui. Voilà. Et là, benet. Et là, vous allez à la CNIL en disant « Je lui ai demandé, il m'a dit oui. » Tu seras châtié. Et vous avez les vrais, les juristes, enfin, ceux qui font un peu de droit. Et là, eux, ils vont faire des prérequis juridiques. C'est-à-dire qu'ils vont écrire un document, vous fonctionnez sur marché. Hein, ok. Donc, vous allez joindre à votre DCE ou à vos documents de marché un truc en amont de la candidature disant « Oui, ce marché-là va porter sur des données à caractère personnel et vous allez être sous-traitant et nous voulons que vous répondiez parmi les éléments de réponse à apporter, le dossier de candidature, le ceci, le cela, que vous répondiez à notre questionnaire de qualification RGPD. Et si ça passe pas, ça passe pas. Merci, au revoir. Je ne prends pas le risque de travailler avec quelqu'un qui n'est pas RGPD compatible. Deuxièmement, il y a les benets 2.0. Le benet 1.0, c'est celui qui n'a pas demandé en amont. Le benet 2.0, c'est celui qui a demandé en amont. Et on lui a répondu, avec tout un tas de réponses aux questions qu'il a posées. Pas moi. Et il n'est pas allé voir. Et il n'est pas allé voir si c'était vrai. Alors il dit, mais t'es pas allé voir? Bah non, j'ai quand même pas passé mon temps à aller voir les sous-traitants, quoi. Bah si. Eh ouais, si. Jurisprudence Darty. Voilà. Tu ne vas pas voir tes sous-traitants, tu ne regardes pas comment ça se passe. C'est ton problème, tu seras châtié. Merci. Donc, première étape de la fusée, je dois regarder si effectivement mon sous-traitant est RGPD compatible. Et je vais aller vérifier s'il l'est. Et puis, deuxième sujet, ça intéressera les gens qui, là encore, rédigent les marchés. Mais là, c'est aussi un travail à faire avec votre DPO. C'est que le RGPD dit ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas le « oui, je suis RGPD compatible et j'ai bien répondu à toutes les questions, j'ai un DPO, j'ai un registre, j'ai un machin, j'ai un truc, j'ai un... blablabla ». Ça ne me suffit pas. Moi, ce que je veux, c'est un contrat. Alors, le texte dit ou un autre acte juridique équivalent, appelez ça marché, s'ils ne savent pas que ça existe, dans lequel je veux des clauses dédiées aux droits des données à caractère personnel. C'est-à-dire que je veux que dans le contrat, il y ait des clauses spécifiques. Et comme tu ne vas pas les écrire, je vais te les dicter. Voilà. Et je vais te les dicter de A à H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un marché avec un sous-traitant qui n'est pas déjà RGPD compatible, ça ne le fait pas. Mais s'il est RGPD compatible, mais que vous n'avez pas l'annexe contractuelle, le document contractuel qui fixe les règles de bon fonctionnement, de bonne application du RGPD, ça ne le fait pas non plus. Et ces règles, elles sont pourtant écrites noir sur blanc. Hein. Vous avez une règle ici, par exemple, qui dit le G, je ne sais pas si vous voyez de là-bas. Non, hein, voilà. Le G qui dit qu'est-ce que tu vas faire des données à la fin du contrat? Ah oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu fais des données à la fin du contrat? Mais vous le demandez la question à n'importe qui, pas plus dans cette salle qu'ailleurs. Hein. Vous dites, à la fin du contrat, là, on a fait l'événement, com, machin, etc. Les données avec le prestataire, elles sont où? Mais on les a récupérées. Mais il les a supprimées. Voilà. Et ça ne marche pas dans la CNIL. On ne le plaide pas. Donc, le RGPD dit, à la fin du contrat, je veux savoir ce qui se passe. Et vous devez l'écrire. De la même manière, vous n'arriverez pas à le lire non plus, mais c'est le H.
la mise à disposition du responsable du traitement par le sous-traitant des informations nécessaires pour démontrer, le cas échéant à la CNIL, la conformité au RGPD, et attention, permettre la réalisation d'audits. Permettre la réalisation d'audits, c'est-à-dire la capacité que j'ai à aller regarder si le sous-traitant fait son travail. Et là, je vous mets en garde. Si le RGPD vous dit que vous devez avoir une clause qui définisse les conditions dans lesquelles vous allez faire un audit, c'est que vous avez intérêt à faire un audit. Sinon, à quoi ça sert de vous obliger à mettre une clause permettant de faire un audit? Ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Donc, on va avoir un vrai sujet autour de ça. Et puis, on a un sujet sur la sous-traitance du sous-traitant. Alors là, ce n'est plus vraiment votre problème, enfin votre problème direct, mais c'est quand même le problème important du sous-traitant. C'est que le sous-traitant lui-même, il pourrait sous-traiter. Et là, on ne s'en sort plus. Parce que j'ai mon DPO, on a fait une super politique. J'ai mon sous-traitant, on a fait une super annexe, et puis on l'a qualifié et tout. Et puis il est allé prendre un sous-traitant nul. Mais on ne va pas s'en sortir, parce qu'après, il y a le sous-traitant du sous-traitant, du sous-traitant du nul. Et là, à un moment, il y a quelqu'un qui est nul. Et ça remonte en chaîne, et ça revient jusqu'à moi. Donc le RGPD a dit, on va gérer aussi le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Oui, ça devient fatigant, je sais. Mais c'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Et notamment, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire deux choses. Soit tu ne peux pas sous-traiter sans mon autorisation, et c'est ce que je vous conseille de faire. C'est-à-dire que vous écrivez noir sur blanc que le sous-traitant ne peut pas sous-traiter ou ne peut pas changer de sous-traitant sans votre accord préalable. Et ça marche avec les sous-traitants sympas de proximité. Mais si vous allez voir des Google et les autres, essayez de discuter avec eux de la manière dont ils peuvent sous-traiter. Franchement, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, de toute façon, là-bas, avec eux, c'est I agree. Donc, on a compris. Ou alors, vous avez la possibilité de sous-traiter de manière open bar, c'est-à-dire le sous-traitant, vous l'autorisez à sous-traiter à un autre, mais il doit vous dire qu'il change de sous-traitant. Et là, c'est là où on touche le fin fond du RGPD. Dans ce cas-là, le RGPD a inventé un nouveau droit, le droit d'objection. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez compris, dans le premier droit, il vous demande de votre autorisation, vous la donnez, c'est bien, vous la donnez pas, il ne peut pas sous-traiter, ou il ne peut pas changer. Dans l'autre cas, il fait ce qu'il veut, mais il vous informe. Et là, vous avez un droit d'objection. Eh bien, moi, j'en ai jamais vu. Et je ne sais pas à quoi ça ressemble. Parce que objecter, c'est quoi? C'est lever la main en disant objection, votre honneur. OK? Et alors, le sous-traitant, il vous dit ouais, t'objectes, et alors? OK, object. Et on dit mais j'objecte vraiment. J'entends, t'objectes. Enfin, vous voyez, le truc qui n'en finira jamais, quoi. On ne sait absolument pas à quoi et comment est organisé le droit d'objection. Alors nous, les avocats, les juristes, on essaye de tripoter le truc dans le texte en mettant des clauses compliquées dedans, en disant qu'un droit d'objection, ça peut devenir un droit à la résiliation si, dans des conditions particulières, blablabla. Mais enfin voilà, le RGPD, c'est aussi ça. C'est l'invention de nouveaux concepts. Et donc, sur la mise en œuvre, évidemment, le cas numéro 1, c'est la cartographie de vos sous-traitants. Si vous ne trouvez pas vos sous-traitants, si vous ne savez pas où ils sont, vous ne risquez pas de voir avec eux s'ils sont conformes. Avoir une lettre de conformité à faire signer à vos sous-traitants en disant « oui, je suis conforme ». Avoir votre annexe contractuelle sous-traitant que vous joignez à vos DCE. Regardez vos sous-traitants existants parce que vous en avez déjà. Et ceux-là, il faut bien les traiter et vérifier avec eux qu'ils soient bien conformes au RGPD. Et puis, à terme, pas maintenant. On a assez de choses à faire. Déjà, si on arrive à les identifier et à leur faire signer un avenant, on ne sera pas mauvais. Quand on aura fait tout ça, l'année prochaine, tranquillement, en 2019, on ira regarder effectivement en pratique comment ça marche. Vous avez le droit des personnes concernées. Alors le droit des personnes concernées, c'est assez amusant. C'est des droits qui ont manifestement marqué les esprits. Puisque la CNIL dit dans son rapport de 4 mois après, elle dit le nombre de plaintes, on en a reçu 37 667, alors que l'année dernière, on en avait reçu 2294. Alors moi, j'ai arrêté les maths en CP, j'ai fait avocat, donc on ne peut pas tout faire. Mais ça fait x2, je crois, à peu près, hein, en grande masse. Et à la fin de l'année, ça fera encore plus. En gros, ce qu'il y a, c'est que les gens ont compris qu'ils avaient des droits nouveaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les exercent. Alors, c'est quoi leurs droits nouveaux? C'est le droit à l'accès. Alors, celui-là, on l'avait déjà. Oui, mais enfin, il y a tout ça. Avant, on avait un droit d'accès, c'était « Est-ce que vous avez des données sur moi ?» Oui.
Là maintenant, c'est est-ce que vous avez des données sur moi? Oui, avec les finalités du traitement, les qualités de données que vous avez, les destinataires des données, la durée de conservation, blablabla. Bref, tout ce que vous avez dans la politique article 12 de tout à l'heure, bah, vous allez le concaténer et vous allez l'envoyer à la personne en disant « Oui, j'ai tes données, et voilà les données que j'ai, et voilà comment elles sont utilisées, et voilà nana, et voilà nana, et voilà nana. » Bon, on s'en sortira ou pas. Droit de copie, qui n'existait pas jusqu'à présent. Non seulement il a le droit de savoir, mais il a le droit d'avoir une copie des données. Donc il peut me dire, bah, merci de me donner une copie de toutes les données que vous avez sur moi. OK. Droit de rectification, celui-là c'est un grand classique, droit à la personne de faire rectifier ses éléments d'information. Alors, je rappelle que c'est un droit qui est un droit assez particulier aussi, hein, comme le droit d'accès, comme le droit à rectification, c'est un droit qui doit se légitimer. Le droit d'accès, ce n'est pas le droit de n'importe qui à demander l'accès à n'importe quoi et sur n'importe quelle personne. C'est un point important. Seul peut gérer son droit d'accès la personne concernée. Les autres personnes ne peuvent pas le demander à leur place, ça c'est évident. Droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, là aussi c'est pareil. Le droit à l'oubli, c'est un nouveau droit et on nous dit mais le droit à l'oubli, c'est la possibilité de ne pas apparaître dans un traitement. Mais c'est n'importe quoi. Le droit à l'oubli, c'est simplement le droit, s'il n'y a plus besoin d'avoir ces données, qu'elles ne sont plus légitimes et qu'il n'y a plus d'exploitation possible, à demander la suppression. Voilà, donc ce n'est pas un droit absolu à l'oubli. C'est un droit naturel qui est de dire vous deviez conserver les données pendant une certaine durée. Manifestement, vous les avez conservées pendant une durée un peu supérieure. Je vous notifie mon droit à l'effacement. Pointe à la ligne. Donc, encore une fois, chez nous, dans l'université, ce droit-là ne va pas être un droit dramatique. De la même manière, vous avez un droit à la limitation. Le droit à la limitation, c'est de dire j'ai des données sur un individu, mais je vais vous obliger à limiter l'usage de ces données. Exemple typique, j'ai des données sur des étudiants, je vais les utiliser pour faire ça, 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 pour faire ça. Et puis je considère que ça et ça, c'est pas bien, ça suffit pas, ou c'est pas bien organisé sur un plan juridique. Donc moi, étudiant, ou moi, personnel, je vais vous dire, je veux que tu limites l'usage de mes données à ça, ça, ça et ça, ce que j'admets comme étant valable. Mais enfin, dans une université comme la vôtre, le droit à la limitation, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Voilà. Pourquoi? Parce que la légitimité des traitements n'est plus à démontrer. On a une finalité, comme on l'avait tout à l'heure. On a une justification légitime. Donc, ces nouveaux droits, pour nous, ne sont pas des droits qui sont des droits prégnants. Et vous avez le dernier droit, qui est le droit à la portabilité. Donc, vous avez peut-être entendu parler aussi, le droit de partir avec ces données et d'aller ailleurs. Alors, le droit à la portabilité, ce n'est pas le droit à l'accès et à la copie. Vous avez entendu tout à l'heure que vous aviez un droit à copie. On dit, mais le droit à la copie et à la portabilité, c'est pareil. En fait, non, le droit à la copie, c'est j'ai le droit d'avoir une copie de mes données. Le droit à la portabilité, j'ai le droit d'avoir mes données, de faire un clic droit et de pouvoir les amener ailleurs. Aujourd'hui, ça n'existe essentiellement que sur les plateformes Internet. En fait, l'idée, c'est de dire, quand je me suis inscrit quelque part, j'ai le droit de pouvoir repartir dans une autre plateforme, chez un autre acteur, sans avoir forcément à me retaper toutes les données que j'ai saisies. Mais encore une fois, ça n'existe que quand on est sur des services en ligne. Donc pour nous, sauf sur des cas très particuliers, ce droit à la portabilité n'existe pas. Donc pareil pour le droit d'opposition. Donc de notre point de vue ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a deux nouveaux droits. Mais ces nouveaux droits, à part l'extension du droit d'accès, ne sont pas des droits qui sont très impactants pour l'université. Par contre, là où c'est impactant, c'est effectivement le droit d'accès. Et là, j'attire votre attention sur une dérive du système qui est de considérer que toute donnée comportant le nom d'une personne est éligible au droit d'accès. Non! Est éligible au droit d'accès les données que je collecte sur une personne. Donc si j'ai la fiche Céline, je vais pouvoir, ou Céline va pouvoir demander à avoir toutes les informations qu'on a sur elle. Mais par le droit d'accès, elle ne va pas pouvoir demander à avoir tout un tas d'autres informations qui ne sont pas des informations nominatives la concernant, même si elles la concernent, du type les mails avec son nom. Voilà, il y a des gens qui disent, moi, avec le droit d'accès, je veux avoir accès à tous mes mails, je veux avoir accès à tous les comptes rendus de réunion dans lesquels j'étais. Je veux avoir accès à tous les comptes rendus RH, par exemple, me concernant. Je veux avoir accès à tous les comptes rendus de réunion dans lesquels mon nom a été évoqué.
Non, c'est pas ça. Le droit d'accès, c'est pas un droit à obtenir des informations qui, la plupart du temps, sont confidentielles, singulièrement en RH. Le droit d'accès, c'est encore une fois, quel type de données je collecte et dans quelles conditions. Par contre, Céline pourrait très bien demander à avoir accès à toutes les données de connexion au système d'information de l'université. Ça fait partie des données de connexion et ça fait partie des éléments éligibles. Mais le reste, effectivement, ne l'est pas. Donc, ça veut dire que vous allez avoir à mettre en place une cellule droit des personnes, y compris en interne. Les gens en interne ont des droits comme les autres. L'agent, le salarié peut exiger effectivement des informations le concernant. L'étudiant peut demander des informations le concernant. Et puis, le processus d'analyse. Comment on va mettre en place ce droit? Quelles sont les limites de ce droit? Comment on va justifier l'identité d'une personne? Moi, j'ai eu un cas dramatique un jour, en données à caractère personnel. Une dame, dont le mari était manifestement volage, a réussi à obtenir des informations sur son mari, qui partait régulièrement au week-end, en l'oubliant sans doute, avec une autre dame qui n'était pas la sienne. Enfin bref, vous avez tout compris. Et bingo gros lot, en demandant les informations qui concernaient le mari, la dame a tout eu, y compris le divorce. C'est un vrai sujet. Alors, ce ne sera pas un sujet à l'université pour vous, mais c'est un vrai sujet de savoir qui peut accéder effectivement aux données à caractère personnel. Les parents vis-à-vis des étudiants, les conjoints vis-à-vis des agents. Enfin, il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis, le process de réponse. Quel type de réponse on donne? Voilà. Il y a les réponses académiques au sens mécanique et les réponses empathiques. Quand vous êtes sur des données à caractère personnel, il faut une certaine dose d'empathie. Pourquoi? Parce qu'on a tellement aujourd'hui surabondé les gens sur le fait que les droits qui les concernent sont devenus hypersensibles, que quand vous leur répondez juste normalement, juridiquement, ça suffit souvent pas. Autre point, la protection dès la conception et par défaut. Alors là, c'est la nouveauté du RGPD. Alors, accrochez-vous. Après, ça se calmera peut-être. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques dont le degré de probabilité varie, le responsable de traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens qu'au moment du traitement lui-même, les mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation ou la minimisation, pour protéger les données à caractère personnel. Ça veut dire quoi dans le texte? Ça veut dire que vous devez mettre en place des mesures organisationnelles et techniques appropriées, lesquelles je vous l'ai déjà fait appropriées, pour sécuriser et protéger vos données dès la conception et pendant toute l'exploitation du système. On vous donne des clés, on vous dit pseudonymisation et minimisation. Pseudonymisation, par exemple, c'est il ne faut pas que les gens accèdent aux données en direct, il faut qu'ils accèdent, par exemple, à un identifiant. S'ils accèdent à un identifiant, alors ils n'ont pas forcément la donnée elle-même. Ils sont capables d'identifier la personne par son profil, par d'autres informations, mais pas par la donnée elle-même. Et donc, vous limitez la casse, puisque vous limitez la capacité pour cette personne qui accède aux données de pouvoir éventuellement les exporter et les revendre. Deuxième principe, la minimisation. La minimisation, c'est moins j'ai de données, mieux je me porte. Et forcément, si j'ai peu de données en cas d'attaque ou d'intrusion ou de détournement, la conséquence sera minimaliste. Donc, on va aller chercher ces mesures appropriées, que je ne connais pas. Chez vous, c'est le travail, encore une fois, de votre DPO avec votre DSI, un travail en commun souvent qui est réalisé, pour pouvoir voir si, effectivement, les données qu'on a sont bien minimisées et dans quel cas on aura à mettre en place ou pas de la pseudonymisation. Ce qui est certain, c'est ce sujet-là dont il faut faire extrêmement attention. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature et de la portée des données. Alors, l'état des connaissances, ce n'est pas les vôtres. Parce que j'ai des clients qui m'ont dit, comme je suis nul, je ne vais pas mettre de mesures techniques et organisationnelles, puisque mes connaissances sont nulles. Alors, c'est compte tenu des connaissances du secteur. Et quand on a un DPO, manifestement, on a des bonnes connaissances. Et puis, pareil pour les coûts de mise en œuvre. Là, c'est le DG qui va parler en disant « c'est trop cher ». C'est toujours trop cher. Mais dans tous les cas, il faudra le faire quand même. Et trop cher ne justifiera pas le fait de ne pas avoir mis en œuvre de mesures appropriées. Alors,
Vous allez faire quoi? Ben, vous allez mettre en place des mesures techniques appropriées. Est-ce que vous allez mettre en place de la pseudonymisation? Est-ce que vous allez mettre en place du chiffrement? Enfin, quel type de mesures on va mettre en œuvre? Mesures organisationnelles appropriées. Ben, organisationnelles appropriées, ça commence par la désignation d'un DPO. Ça suit par des formations éventuellement et des sensibilisations sur le RGPD. Mais ça peut aller effectivement beaucoup plus loin dans la démarche. Ça peut être la création d'un comité RGPD. Ça peut être un travail très particulier sur la minimisation. Bref, à vous de voir, et ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous aider, hein, mais à vous de voir par rapport à chaque organisation, comment on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle effectivement la protection par défaut. Ce qui est important, c'est que dans le classeur bleu, vert ou jaune, on ait bien une cote qui, enfin une cote pardon, c'est un truc d'avocat, ça, un morceau, dans lequel on dit voilà la politique de protection des données à caractère personnel qu'on a mis en œuvre. Et faites attention, on nous dit que par défaut, on doit avoir le strict nécessaire. Voilà. Par défaut, et ça c'est le boulot que vous devez faire avec votre DPO aussi, par défaut, un traitement mis en œuvre, on doit avoir le minimum nécessaire. Le minimum nécessaire de données, le minimum nécessaire d'accès, le minimum nécessaire de destinataire. Et notamment sur les accès, par exemple, le RGPD dit il y en a marre qu'un nombre indéterminé de personnes, un nombre indéterminé, ça veut dire on ne sait pas qui, accède aux données. Voilà. Il est normal et même nécessaire, et ça fait partie des bonnes pratiques en matière organisationnelle, d'avoir au moins, et je pense que vous l'avez à la DSI, une politique d'habilitation. Politique d'habilitation et de, forcément, déshabilitation. Il y a une statistique du CLUSIF qui dit quand même que le temps de déconnexion d'un compte utilisateur, c'est 3 mois après le départ de la personne de l'entreprise. 3 mois. Je ne sais pas si vous imaginez le dégât. Et dans le design par défaut, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi regarder comment on va gérer la gouvernance de la data. On met en place des nouveaux projets, comment on va impliquer DSI, DPO sur la mise en place de ces projets. Prérequis développement informatique. Dès que vous allez faire un développement informatique, vous allez devoir penser informatique et liberté. Et donc, vous allez devoir penser à la manière dont vous allez traiter les données à caractère personnel. Et puis, évidemment, procédure toujours d'audit. Vérifier que les gens respectent bien les règles et rapport annuel, le DPO, même si ce n'est pas dans ses missions au sens de RGPD, c'était dans les missions de l'ancien SIL, va devoir faire un rapport annuel sur la manière dont la maison gère les données à caractère personnel. Une fois que vous avez ça, vous avez la sécurité. Et la sécurité, c'est le même topo. Amusant, hein? Compte tenu de l'état des connaissances, vous avez compris. Des coûts de mise en œuvre, vous avez compris aussi. De la nature, de le responsable du traitement et le sous-traitant. Cette fois-ci, c'est un binôme, on est tous les deux responsables. Doivent mettre en place quoi? Les mesures techniques et organisationnelles appropriées, vous avez compris, de manière cette fois-ci à sécuriser les données. Donc vous devez protéger les données, avoir un minimum d'accès, un minimum de données, et sécuriser les données. Le minimum que vous avez, vous devez le protéger. Et là, le RGPD vous dit, voilà comment. Simple. A, B, C, D. Là, je parle vraiment aux gens qui font de la sécurité. Premier élément, chiffrement ou pseudonymisation. Voilà, première étape, les données que tu dois les protéger intrinsèquement. Elles doivent être protégées. Le code d'accès, le login password et tous ces trucs-là, c'est bien gentil, mais ça ne suffit plus. Deuxième élément, on te dit mettre en place des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes d'information et des services de traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez mettre en place des PCA, pour ceux à qui ça parle, des plans de continuité d'activité. Vous devez mettre en place des mesures qui font que même si ça plante, ou même s'il y a quelqu'un qui rentre, ou même s'il y a des méchants, on doit continuer à pouvoir servir le travail autour des données à caractère personnel. Vous avez un troisième sujet, le C, les moyens permettant de rétablir la disponibilité. C'est ce que les spécialistes appelleront cette fois-ci un PRA, un plan de reprise d'activité. Plan de reprise d'activité dans lequel on devra penser aux données à caractère personnel. Et enfin, on aura terminé avec la procédure visant à tester et analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures mises en œuvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, vous allez travailler sur des outils.
des outils de chiffrement, des outils de pseudonymisation, des outils de confidentialité, des outils d'habilitation, des outils de traçabilité. Bref, quelque outil que ce soit qui me permette de sécuriser les données. Et je vais derrière mettre en place une vraie stratégie de protection de ces données, avec les outils, mais aussi avec les humains, avec les admins, si j'en ai, avec les utilisateurs, vous et moi, autour d'une PSSI, une politique de sécurité des systèmes d'information, orientée données personnelles, autour d'un PRA, PCA, et puis de procédures d'audit régulières. Ça, c'est un vrai boulot qui est amené aujourd'hui par les DSI et pas par le DPO, alors en collaboration avec le DPO, mais le travail de protection et de sécurisation passe nécessairement par la DSI. Et puis, il y a le cas qui arrivera peut-être. Alors là, ça sera le pire moment de votre vie. La violation de sécurité. C'est-à-dire le moment où on a une violation de sécurité. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui rentre dans le système et qui éventuellement utilise ou manipule les données. Et là, c'est très simple. Hein. On a 72 heures. Voilà. 72 heures pour faire quoi? Pour se dénoncer. À qui? À la CNIL. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la DSI où il y a le feu. Après, vous avez les gens qui râlent. Bah forcément, on a piqué leurs données, donc ils ne sont pas contents. Et puis, il y a la CNIL qui vient vous dire, bah alors, qu'est-ce que tu fais? 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 Et puis, t'es conforme? T'es conforme? T'es conforme? Donc, triptyque magique. Nuit d'angoisse. Voilà. Gestion de crise. Mais vraiment gestion de crise. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une gestion de crise, une cellule de crise, vous avez un vrai problème. Parce que quand ça arrive, moi qui en fais, quand on en fait et qu'on est préparé, ça peut aller. Ça peut aller. Quand on en fait et qu'on n'est pas préparé, ça ne va plus du tout. Et là, c'est très simple. Hein. La notification, elle est très claire. Elle dit décrire la nature de la violation, communiquer le nom du délégué à la protection des données bienvenu, décrire les conséquences probables de la violation, décrire les mesures prises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas évidemment mis en place déjà des mesures, j'ai un vrai sujet. Donc ça veut dire que je dois identifier la violation, ce qui n'est pas toujours évident. Je dois identifier les conséquences de la violation et je dois mettre un terme à cette violation. Le tout sous l'œil d'un scribe, puisque il est dit qu'on doit, pendant tout le temps où on est en gestion de crise, prendre des notes, hein, avoir une espèce de main courante de tout ce qu'on a mis en place pour reprendre la main sur la violation en question. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps à Facebook notamment. Et puis vous avez le deuxième, alors le pire moment c'est celui-là, mais le pire des pires c'est l'autre. C'est la communication. L'obligation de communiquer aux gens. Généralement on ne prévient pas les gens. On prévient la CNIL, mais on ne prévient pas les gens. Pourquoi? Parce que si on les prévient, ils vont s'inquiéter, ils vont pas être contents, etc., etc. Donc en fait, la plupart du temps, on n'informe pas les gens. Avec le RGPD, on n'a plus le choix. On est obligé d'informer les gens. Alors uniquement quand on a un risque élevé pour les droits des personnes. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire pour l'instant, honnêtement. Le risque élevé pour les droits des personnes, on pense qu'effectivement, faire sortir une base de données des personnes qui ont des handicaps, faire sortir une base de données avec les informations bancaires, avec des informations de santé, disons que ça pourrait être éligible au risque élevé pour les personnes, et que dans ce cas-là, numéro d'appel, allô, bonjour, on doit vous prévenir individuellement, hein, c'est pas on mettra un grand panneau sur le site de l'université en disant nous avons été victimes d'une attaque, vos données sont dans le dark web. Non, ça ne va pas être possible. Vous allez appeler tout le monde en disant voilà, vos données ont été piquées, elles sont dans le dark web. On va peut-être essayer de vous aider, on ne sait pas comment, mais pourquoi pas. Les seuls cas dans lesquels vous n'auriez pas à faire cette information, c'est si vous avez protégé les données. Si vous avez mis en place, et c'est pour ça que c'est intéressant en amont de penser protection et sécurisation avec la DSI, si vous avez protégé les données, alors, dans la mesure où même si on y a accès, on ne peut pas les utiliser, données chiffrées, vous n'êtes pas obligé d'informer les personnes, puisque finalement, il n'y a pas de risque ni élevé ni non élevé sur elles. Après, vous avez la violation elle-même, hein, la to do, hein, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il faut se préparer à la bataille. Quand on est en face d'une situation comme celle-là, on va ou pas saisir un avocat, saisir un huissier, saisir la police. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire qu'on aura largement le temps de voir si un jour, et je ne vous le souhaite pas, vous êtes victime de ce genre de choses. Enfin, dernier point, le RGPD++, j'aurais un tout petit peu, allez, donnez-moi 5 minutes de plus par rapport au démarrage un peu
un peu ralenti, mais j'essaierai de compacter le délai. Le RGPD++, c'est quoi? C'est les autres cas dans lesquels vous pourriez être impliqué, mais qui ne sont pas les premiers cas où, vous avez compris, les premiers cas, c'est obligatoire. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes tenu par l'article 12, l'information, l'article 28, la sous-traitance, les articles 30 et je ne sais pas combien sur la sécurité des données, la protection. Tout ça, quel que soit votre environnement, vous êtes tenu de le faire. Après, il y a des cas dans lesquels ça va être en fonction d'eux. En fonction d'eux, vous avez ou pas des flux en dehors de l'Union européenne. Voilà. Il y a un truc assez incroyable, enfin, quand on ne le sait pas, c'est il est interdit de sortir des données de l'Union européenne. Il est interdit de sortir des données de l'Union européenne. Voilà. C'est-à-dire que si je veux faire héberger mes données à l'étranger, en dehors de l'Union, c'est par principe interdit. Sauf si je m'assure que le prestataire avec lequel je travaille va être RGPD compatible. Alors, évidemment, ne vous inquiétez pas, hein, les Google, les Amazon et les autres, ils sont tous RGPD compatibles. Ils l'étaient même avant que les entreprises françaises le soient. Mais d'autres acteurs plus petits, avec lesquels vous pourriez être amené à travailler, s'ils ne sont pas RGPD compatibles, c'est vous qui engagez votre responsabilité par rapport à ces flux. Donc, dans la cartographie que mène votre DPO, il va chasser avec vous l'existence de prestataires et aussi, évidemment, l'existence de flux transfrontières. Vous avez aussi les analyses d'impact. Alors, les analyses d'impact, c'est quoi? C'est quand on a un traitement très sensible. Et là aussi, ce n'est pas très clair dans le RGPD ce que c'est qu'un traitement très sensible. On doit faire un travail en amont pour faire ce qu'on appelle une analyse de risque et obtenir un score. On doit regarder si tout ce qu'on a mis en place, si jamais il y a une violation de sécurité, les gens sont protégés quand même. C'est un travail plus détaillé que ce que l'on a vu tout à l'heure avec la protection et la sécurisation. Si jamais votre score à la fin, il est vert, c'est-à-dire que vous avez identifié un traitement sensible, vous avez mis en place toutes les mesures, etc., et que votre traitement est vert, vous le mettez en place, pas de débat. Si vous avez encore des doutes, il est vert, jaune, orangé. Alors s'il est rouge, évitez. Mais s'il est jaune-orangé, alors vous allez voir la CNIL. Et là, la CNIL vous dira, oui, je t'autorise quand même à le mettre en place, ou non, je ne veux pas que tu le mettes en place, ou tu dois mettre en place des mesures particulières. C'est très vrai, par exemple, c'est pour ça que ça ne vous touche pas directement, c'est très vrai pour le monde de la santé. Dans le monde de la santé, vous pouvez avoir mis un niveau extraterrestre de sécurisation. Jamais vous pourrez jurer qu'il n'y aura pas une violation. Ce n'est pas possible. Donc, la CNIL va, avec vous, regarder si, grâce aux mesures que vous avez mises en œuvre, on peut quand même lancer l'opération traitement de données santé sensibles, etc. Parce que, globalement, la balance entre le risque, l'intérêt de mettre en place ce traitement de santé et les mesures prises fait que la balance des intérêts milite dans le sens de lancer quand même l'opération. Donc on est vraiment sur du lourd, au point d'ailleurs que la CNIL a expliqué un petit peu les traitements qu'elle considérait comme étant des traitements relevant de l'analyse d'impact, qui à mon avis ne vous touchent pas, puisque c'est le scoring. Vous savez, le scoring c'est le profiling, enfin c'est que des mots anglais, mais c'est en gros l'analyse comportementale. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on fasse de l'analyse comportementale. Les décisions automatiques qui impactent un effet légal, c'est-à-dire vous rentrez dans une machine et on vous dit bah non, toi dégage. et là c'est un robot qui le fait. Et là, la question qui se pose, c'est effectivement quand un robot prend la décision à la place d'un humain, il faut qu'on s'assure que le robot n'est pas un robot déconnant, si je peux me permettre l'expression. La surveillance systématique, là on peut commencer à avoir du tendu, notamment pour la vidéo. Quand on a un parc de vidéos important, je pense qu'on est éligible à l'analyse d'impact. La collecte de données sensibles, donc là, si on est sur des données de santé ou autres, on va devoir faire un PIA. La collecte de données à grande échelle, le croisement de données, les personnes vulnérables, les usages innovants, alors là, franchement, personne n'a compris ce que ça voulait dire, et l'exclusion au bénéfice d'un droit, c'est-à-dire les listes noires. Vous n'avez plus le droit d'eux. Ce que dit la CNIL, c'est si vous avez deux de ces cas-là sur un seul traitement, alors vous êtes éligible au PIA, à l'analyse d'impact. Si vous avez un seul élément, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que je vous dis, attention, données de santé, oui on en a, pas forcément une analyse d'impact. Par contre, attention,
vidéo plus éventuellement croisement de données avec une autre base, là, on pourrait tomber sur l'analyse d'impact obligatoire. La CNIL vous donne 3 ans, je suppose que vous le saviez, au niveau d'IPO. Donc, on a 3 ans pour se mettre en conformité sur les traitements existants. Donc, il n'y a pas le feu au lac pour celui-là. Les sous-traitants, pourquoi j'ai remis ça? Et voilà, et je voudrais terminer un dernier point avec le DPO, puisqu'il est là, il pourrait se présenter à mon avis mieux que moi, mais c'est intéressant de savoir sa vie, son œuvre. Le responsable de traitement et ou le sous-traitant désigne un DPO. Voilà. Cette désignation est-elle obligatoire? C'est un vrai sujet. La réponse est oui dans 3 cas. Voilà. Oui, quand on est un acteur public. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on est suspect. On est suspect par nature. Voilà, le monde administratif tripatouille les données. Et donc, on va leur mettre un gardien du temple, le DPO. Après, vous avez ceux qui gèrent des données à grande échelle. Toute ressemblance avec des Facebook, des Google, des LinkedIn et des Twitter serait purement fortuite. Et ensuite, vous avez ceux qui gèrent des données article 9. Santé, sexualité, syndicats, religieux, politique, etc. Mais ça, c'est pour les partis politiques, ou c'est pour les syndicats, ou c'est pour les hôpitaux ou les cliniques. Encore que quand c'est un hôpital, souvent on est acteur public, donc on est obligé d'avoir un DPO parce qu'on est acteur public. Donc en fait, vous comprenez bien, il y a la sensibilité de l'acteur, qui je suis, acteur public, et il y a 2 autres environnements, brassage de données en masse, brassage de données sensibles. Le DPO, il peut être membre du personnel, évidemment. Il faut qu'il ait une petite culture juridique. En tous les cas, c'est ce que demande le RGPD. Il faut connaître quand même le RGPD, ou en tous les cas, connaître la réglementation. Et puis, il ne peut pas être en conflit d'intérêts. Ça explique pourquoi le DPO, ce n'est pas, le directeur général, ce n'est pas le directeur juridique, ce n'est pas le DSI. Ça ne peut pas être quelqu'un qui, effectivement, a les mains dans le cambouis. La seule incompatibilité que le RGPD admet, ou en tous les cas les textes admettent, c'est RSSI et DPO. Mais sinon, on essaye de le sortir d'une direction opérationnelle et en tous les cas, on ne le met pas au niveau du staff. Fonction du DPO, le responsable du traitement, il va faire quoi? Il va aider le délégué à la protection. Il va aider le responsable de traitement dans la mise en œuvre du RGPD. Il va conseiller le responsable de traitement dans la mise en œuvre du RGPD. Il va faire de la veille. Il va gérer le registre des traitements. Il va gérer les sous-traitants. Il va être l'interface avec les personnes concernées. Il va être à l'interface avec la CNIL. Et il va être nécessairement impliqué quand il y a une violation de sécurité, puisqu'il sera parmi les personnes les plus impliquées. Ce qui change fondamentalement dans le RGPD avec ce qui existait avant, parce qu'avant, vous étiez SIL avant? Voilà. Avant, vous aviez un autre acteur qui était le SIL, le correspondant informatique et liberté. Ce qui change fondamentalement avec le RGPD, c'est que le DPO a parmi ses compétences le contrôle de l'application du RGPD. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, son travail, ça va être évidemment de mettre en conformité les établissements ou votre établissement avec les règles du RGPD, mais également derrière de s'assurer de la bonne application de ces règles, bonne application qui va sans doute passer par des codes de bonne conduite et autres documents qu'il ne manquera pas de vous fournir dans les semaines et les mois qui viennent pour vous assurer une paisible application du RGPD pour les années à venir.